En préambule, oui, je sais qu'Hergé a d'abord commencé l'or noir avant le Crabe aux pinces d'or, mais je tiens à ma sacro-sainte chronologie de parution des albums, alors je le ferai après le Temple du Soleil. Bref, on s'est quitté en 1939, mais on va faire un petit saut en 1946 pour quelques minutes. Claude Misson a créé sa société judicieusement nommée les films Claude Misson, ce qui est parfaitement valide. Avec son mari Joao Michiels, ils ont réalisé le court-métrage Car je suis l'empereur qu'a aimé Hergé, à la demande de Raymond Leblanc, dont on a déjà parlé, et avec le soutien financier du producteur Wilfried Boucherie, à qui Hergé a cédé les droits d'adaptation du Crabe aux pinces d'or, le couple se lance dans la fabrication d'un long-métrage de cet album en stop-motion. Le budget est fixé à 1 250 000 francs. Wilfried Boucherie paye par tranche, mais ses caisses sont vides plus vite que prévu, et il cesse les paiements. Le tournage est interrompu un temps, faut emprunter de l'argent, et si le tournage parvient à son terme, certaines scènes sautent, comme par exemple l'attaque des Bérabères. Et plusieurs sont réalisées à la va-vite pour respecter les délais. Le film durera finalement 58 minutes, et Hergé lui-même dessinera une publicité pour le journal de Tintin. Le 21 décembre 1947 a lieu la première. Malgré ses imperfections et ses maladresses, c'est tout de même la première véritable adaptation de Tintin à l'écran, c'est particulièrement fidèle à l'album, et les gamins sont charmés. Maintenant, ça reste du stop motion des années 40, et dès qu'il y a une scène qui se veut dynamique et pleine d'action dans l'album, il faudra être évidemment indulgent avec nos standards d'aujourd'hui. C'est difficile à retranscrire, et c'est beaucoup plus pâteau. Un, et de deux, et de trois. On notera aussi que la scène où Haddock et Tintin sont ivres dans la BD a été rallongée pour devenir une chanson à la gloire de l'alcool. Mes amis, votre capitaine, puis votre capitaine, est aujourd'hui le roi du vin. Oui, je confirme, c'était une autre époque, oui. Bref, hélas, si la première est un succès, dès le lendemain, la justice belge saisit le film à cause des dettes de Boucherie qui laissent une jolie ardoise de plus de 800 000 francs belges et s'expatrie en Amérique du Sud. La rumeur veut qu'il ait été exécuté par les Arumbaya après avoir réalisé une piètre adaptation de L'Oreille cassée. C'était une vraie boucherie. Il faudra presque 50 ans avant qu'on ne puisse revoir des extraits de ce film, et 60 pour qu'il soit disponible pour tout le monde en DVD. En tout cas, ça a conforté Hergé dans l'idée qu'une adaptation de Tintin au cinéma bien faite avait du potentiel. La bande dessinée s'y prête très bien. En témoigne cette séquence où le cinéaste Yves Robert décrypte une planche d'Epicaros. Plan rapproché, plan général, caméra subjective comme vue par le personnage, plan de détail, raccord mouvement, ce qu'on appellerait retour au plan général, puisqu'il y a les deux personnages. Plan rapproché avant-plan avec profondeur de champ, puisque le personnage s'éloigne. Oui. Nous repassons en plan américain, porte fermée de l'autre côté. Et nous allons maintenant retourner, en effet, retour du personnage qui a été appelé, avec amorce du personnage qui l'appelle, avantage au personnage principal. D'où, alors, c'est un plan profil, style plan rapproché. Et puis nous arrivons maintenant, amorce rapprochée et plan américain au lointain. Non, bravo Hergé. Mais revenons donc en 1940. Je reviendrai sur la situation d'Hergé et le contexte de l'époque dans le prochain épisode, vu qu'il y a beaucoup à dire sur le Crabe aux pinces d'or. Un album dont la publication a démarré le 17 octobre 1940. C'est le début d'une période très maritime pour Tintin, car cet album et 2 des 3 prochains auront une bonne partie de leur intrigue se déroulant en mer. C'est une des raisons pour lesquelles, plus tard, le film de Spielberg va le mélanger de manière assez naturelle à l'intrigue du Secret de la Licorne et du Trésor de Rackham le Rouge. Même si dans la version papier, on semble dans un premier temps partir vers un nouveau trafic de fausses monnaies, c'est très vite laissé de côté. D'ailleurs, quand je relis l'album, à chaque fois je me dis « Ah oui, c'est vrai, il y a ça !» Mais on s'en moque au point que ce sera totalement ignoré dans la version de 92. Tintin va finalement lutter contre des trafiquants d'opium. Encore. Dans un périple exotique qui l'amènera à nouveau dans un endroit fictif, notamment la ville de Bagar, qui se situerait a priori au Maroc. À l'époque, il a véritablement introduit le personnage du lieutenant. Je vous en avais déjà un peu parlé dans l'épisode 2, mais il n'a été rajouté qu'à posteriori dans Les Cigares du Pharaon, dans la version couleur de 1955. Donc c'est là qu'à l'époque, les lecteurs ont pu découvrir ce méchant qui va devenir récurrent, Alan Thompson. Drôle de détail d'ailleurs son nom de famille quand on pense que dans la version anglaise, les Dupont et Dupont sont nommés Thompson et Thompson. Mais ce 9e album est surtout très important dans les aventures de Tintin, car il introduit le personnage le plus important et le plus célèbre des albums derrière Tintin lui-même. Oui, non, pardon Milou, ne te fâche pas, personnage humain, je veux dire. Je parle bien sûr du capitaine Haddock. Enfin le voilà à 1000 sabords. Il va devenir ami de Tintin, son meilleur ami humain du reste, ce malgré ses nombreux défauts. Ils seront bientôt inséparables et vivront ensemble.
Le capitaine va permettre à la liste des gentils dans Tintin d'être moins lisse, car c'est un personnage qui ne manque pas de défauts. Alcoolique invétéré, qui supporte particulièrement mal le manque, cyclotimique, enclin aux crises de colère, qui n'hésite pas à verser un flot d'injures envers les gens qui lui déplaisent, et pourtant, malgré ses défauts, mais également aussi parce qu'il a ses défauts, c'est tout de même un personnage appréciable, car de nombreux albums montreront qu'il a clairement un bon fond. Généreux, humaniste, extrêmement loyal envers Tintin, il va acquérir chez les lecteurs une très grande popularité, parfois même auprès de certains une popularité supérieure à celle de Tintin, qui est peut-être trop parfait quand les imperfections d'Haddock le rendent plus crédible et assez attachant. Le seul défaut pour l'œuvre en elle-même que je pourrais citer personnellement, c'est qu'il a aussi un côté gaffeur, maladroit et ou malchanceux qui fait qu'il est parfois un peu doublon avec les Dupont en ce qui concerne les gags peau de banane. Mais c'est un peu du chipotage. Je note aussi que dans les premiers albums, Hergé le dessinait pas gros mais un peu ventru, grassouillé en un mot, et qu'il va clairement s'affiner avec les albums. Pourquoi c'est important ? Mais je n'ai jamais dit que ça l'était. Dans l'adaptation Belle Vision des années 60, en revanche, Tintin connaît déjà le capitaine Haddock. Pourquoi pas après tout, étant donné qu'il le connaissait déjà dans l'épisode L'île Noire. Sans m'y attarder trop longuement, je vais en parler un peu plus que pour L'île Noire, que vous comprenez bien ce qui cloche dans ces anciennes adaptations. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Donc, dans cette version, Tintin se balade sur le port, et son attention est attirée par une voiture. Des méchants particulièrement intelligents jettent un corps à la mer en plein jour. Regarde! Ils viennent de jeter quelque chose à l'eau. Mais c'est moins cher de montrer un plan fixe du coffre! Remarquez, oui, rien qu'avec cette première scène, on voit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Je ne peux pas vous mettre trop d'extraits vidéo parce que sinon le bot YouTube, hein. Mais je vais quand même essayer de vous décrire tout ce qui ne va pas rien que dans cette scène. Je sais qu'il faut un peu aider le scénar, mais enfin quand même. Alors déjà, oui, primo, les méchants jettent le corps à la mer en plein jour, idiot. C'est pas comme s'ils étaient marins, tous complices, et qu'ils pouvaient donc le balancer lors d'un de leurs voyages en mer, par exemple. Mais bon, quitte à le faire, déjà, tu te mets peut-être pas au pied d'un autre bateau, des fois qu'il y a quelqu'un sur le quai, tu sais, tu regardes autour de toi peut-être, parce que là, Tintin, il est à quoi 10 mètres? Limite, il devrait l'entendre parler à Milou. Accessoirement aussi, tu couvres ton visage, mais surtout, tu te gares le coffre à 50 cm du bord, tu sors vite fait de la voiture, tu ouvres le coffre, tu pousses le corps, tu reviens vite fait dans ta voiture, et tu démarres, non? Or, eux, le plan suivant la réplique de Tintin... Ils viennent de jeter quelque chose à l'eau. Qu'est-ce qu'ils foutent soudain à 10 mètres du bord et apparemment à quelques mètres de leur voiture, à en plus dire qu'il ne faut pas rester traîné dans le coin? Ah bah tu crois? Comme ils sont repérés par Tintin, ils s'enfuient, on ne les voit pas monter en voiture évidemment, c'est plus simple de rester sur Milou avec son animation en boucle et toujours le même fond. Et en plus, quand on voit leur voiture démarrer, elle ne semble clairement pas garée au même endroit qu'au début. Comme par hasard, après du grabuge, les Dupont arrivent, après un fondu au noir, va savoir pourquoi, parce qu'il semble pas s'être déroulé beaucoup de temps. Et pour achever ça, là encore, je ne peux pas tout vous montrer, mais qu'est-ce que c'est long pour rien! On passe du temps sur des trucs inutiles, et aussi parfois longuement à nous décrire ce qu'on a déjà vu, donc là encore, inutile. Est-ce que c'est juste pour les caméras qu'ils ont pris autant de temps sur les storyboards? Non, parce que voilà, hein, on a des images d'Hergé avec ses collaborateurs, qui apparemment est assez minutieux sur la question. Comment est-ce qu'il a pu laisser passer autant de trucs sur tout l'épisode, pas juste sur cette scène? Donc bon voilà, je vous ai dit l'essentiel, je vais faire la suite de l'épisode certes, mais en mode abrégé. Donc, à la poursuite des méchants, Tintin remonte jusqu'au navire du capitaine Haddock, le Carabou de Jean, mais se fait assommer et mis à fond de cale. Le navire part, et là, il manque de se noyer. Mais il s'en est fallu de peu que je finisse noyé. Bienvenue à bord de ce navire, jeune homme. Voilà, vous l'avez encore vu le souci de timing? Là c'est, on ouvre la porte, assez d'eau pour remplir les 2/3 d'une pièce en sort, plan de coupe sur Tintin pendant 3 secondes, entre-temps, Alan est rentré, tranquille, tout sec, et apparemment pas incommodé par toute l'eau. Eau dont il ne reste qu'une petite flaque, et qui ne rentre plus alors qu'ils n'ont pas encore fermé le hublot. Bah non, la porte est ouverte, le suspense est fini, il ne se noiera plus, donc... Tintin s'enfuit et retrouve Haddock, qui ignore tout cet enlèvement, et les deux s'enfuient. Malheureusement, Haddock a subi une lobotomie. Où est Milou, capitaine? Bon, pour être honnête, il est censé être drogué par Alan, mais plus tard, une fois sevré, il n'a plus d'excuses. Y a pas à dire, faut absolument que je boive. Oui, Haddock dans l'album Coq en stock s'est moqué de Tintin qui voulait boire de l'eau de mer, disant que c'était pire, mais en plus... Oh! Au secours! Jetez-moi un filet, un moussaillon! Encore des soucis de timing et téléportation, cette petite chute et il semble être tombé à 20 mètres si on en croit la suite de la scène, et ensuite... Les requins! Prenez garde! Les requins? Votre main, capitaine! Dépêchez-vous! Voilà! Et les plans sont fixes, et les plans sont répétés à outrance, et le jeu est...
Non, Tintin, vous n'y arriverez jamais. Comme dans l'album, Tintin et Haddock, après avoir pris un hydravion, s'écrasent dans le désert. Comme dans l'album, ils parviennent à sortir avant que ça n'explose, mais... Tintin, vous n'êtes pas blessé? Non, et je n'ai même pas perdu une goutte d'eau. Tant mieux, Moussaillon, car je ne serais pas venu vérifier, j'avais les pieds fixés au sol. Une sous-intrigue de 10 minutes totalement inventée pour l'occasion arrive alors. Tintin et Haddock sont faits prisonniers par ce méchant inédit, Ahmed le Terrible. Péripéties, puis l'épisode se rappelle qu'il a une intrigue principale et Tintin et Haddock sont emmenés par des militaires vers... Nous partons immédiatement pour le Maroc. Ah, là, c'est dit clairement, pourquoi pas. On refait un petit tour par Ahmed le Terrible qui... est tué. Ah, carrément, ok. Alors oui, les albums tuent des personnages aussi, mais ça fait bizarre qu'une version si gentillette soit aussi frontale. Une fois arrivé à Bagarre sur les traces d'Alan et du Karaboudjan, ça devient relativement fidèle à l'album pour la première fois. Bon, cela dit, c'est vrai que ce sont des diamants que contiennent les boîtes de crabe et non de l'opium, et le climax est différent aussi, et... ouais, non, en fait, c'est pas fidèle à l'album. Ajoutez à ça que le policier Bungie est totalement passé à la trappe, et si encore tous ces changements permettaient à l'histoire d'être plus palpitante, mais non, les dialogues respirent beaucoup trop, l'action est très standard, l'animation répétitive et certains dessins... Donc je pense que vous avez compris que c'est pas bien, hein. On va passer à l'adaptation Ellipse. Et c'est un épisode particulier car c'est le premier à avoir été produit. Or, les Canadiens, pas encore familiers avec Tintin, étaient là à vouloir que ça pulse, allez, pas de temps mort, on y va. Résultat, deux choses différentes. On ouvre de nuit dans un port. Le marin écrit sur un morceau de papier le mot Karaboudjan et le donne à un policier, mais d'autres marins arrivent. Non! Laisse tomber le flic, c'est donc ce qu'il nous faut. Il le jette à l'eau alors qu'il est encore conscient et qu'il n'est pas attaché, ce qui entraîne sa mort. « Ah, tout se perd, ma bonne dame, les marins n'apprennent même plus à nager de nos jours. » Donc, l'épisode donne le ton. Une atmosphère très polar, et certes une interrogation, que cache ce meurtre. Mais là où on a un bon MacGuffin en début d'album, une boîte de crabe trouvée dans une poubelle par Milou suscite tout un mystère, avec Tintin qui se doute qu'il se cache quelque chose là-dessous, ben là, on sait déjà durant les minutes qui suivent que ça va nous mener sur un paquebot nommé Karaboudjan où les marins sont fort désagréables. Pour ceux qui découvrent, ça spoil totalement ce début d'intrigue. Le lendemain, il se passe la même chose que dans l'album. Voilà ce qui arrive quand on fourre sa truffe là où il ne faut pas. Tintin se rend chez les Dupont, où il voit que le morceau de papier de la boîte de crabe que Milou avait sur la truffe est lié à une de leurs enquêtes. Il se rend trombe, suivi d'abord par un des Dupont. Et sapristi, il a oublié sa canne. Tiens, à ce propos, c'est repris de l'album, je n'ai pas de reproche à faire en particulier à cet épisode, mais une remarque d'ordre général. Pourquoi étaient-elles tellement à leur canne, les Dupont? C'était une coquetterie répandue à l'époque, mais de là qu'ils se disent que « Ah zut, je l'ai oublié !» Peut-être pas exagéré, d'autant que bon, factuellement, ça donne ça. « Allez, il faut que je cours chercher ma canne !» Tintin, lui, essaie de retrouver la boîte de crabe qu'il a achetée, sans succès. Surveillé par le policier qui est là parce que... À ce que je vois, Monsieur Tintin n'a pas l'air de se rendre compte des ennuis qui l'attendent. Les grands rises, c'est Perlise. Rentré chez lui, Tintin découvre le nom sur le morceau de papier de la boîte, Karaboudjan. Waouh, vraiment? Ah, on le savait déjà? Pendant ce temps, en bas, le policier veut le prévenir en mettant une lettre dans sa boîte, comme dans l'album, sauf qu'il se fait à l'origine enlever sans que Tintin ne puisse intervenir. Là, nouvel ajout d'action de l'épisode, Tintin se bat contre les marins de la veille. Cela dit, cette petite scène d'action d'1 minute est une des inventions les plus importantes de cette série. Dans le domaine des adaptations, ça reste raisonnable. Les Dupont ayant eux aussi découvert de leur côté que le marin noyé était de l'équipage du Karaboudjan, ils proposent à Tintin de les accompagner dans leur enquête. Après une tentative de meurtre de l'équipage du Karaboudjan dont il se remet vite, en même temps a priori ça doit lui arriver 4 à 5 fois par mois, Tintin monte sur le cargo avec les Dupont et rencontre le lieutenant Alan qu'il ne connaît pas encore. Et pendant l'interrogatoire des Dupont, le bras droit d'Alan assomme Tintin. Peut-être un peu over the top, mais je trouve que ça vaut quand même mieux que la version Belvision. Il est ligoté à fond de cale. Les Dupont sont toujours là, mais on leur fait croire que Tintin est parti car trop occupé. Heureusement, il reste Milou, il se cache des méchants un temps, puis va ronger les liens de Tintin quand celui-ci lui demande. Énième confirmation que ce n'est pas en temps-plan, hein. En explorant un peu l'extérieur de sa cabine, il trouve le policier attaché. Mon nom est Banji Kuraki. Je travaille pour la police japonaise. Revenu dans sa cale, Tintin se barricade et cherche un moyen de s'enfuir. Visant particulièrement bien, il lance cette planche en plein dans le mille du premier coup, contrairement à l'album, et finit par arriver dans la cabine du capitaine Haddock, qui fait donc sa première apparition.
Il est doublé par Christian Pélissier, qui lui donne sans aucun doute la meilleure personnalité de toutes les adaptations de Tintin sur grand ou petit écran. Pour moi, sa voix est parfaite. Je dois le rôle à Jacques Barclay. Ouais. Parce qu'il m'a fait passer 2 fois, j'étais pas pris au début, et il m'a fait passer un 2e essai, et là, voilà. Haddock est un alcoolo fini, et Tintin lui fait réaliser qu'Alan peut diriger son bateau à sa guise ainsi. Et les staffs, particulièrement les Américains mais pas uniquement, étaient frileux de ce côté-là. Cet épisode sera un des seuls à parler d'alcoolisme dans la série, pourtant présent dans tous les futurs albums. Et encore, même dans cet épisode, on passe sur certains moments amusants, comme Haddock qui fait un feu dans le canot de sauvetage parce qu'il a trop bu. Cela dit, les albums où l'alcool est important pour l'intrigue ont été maintenus, donc durant longtemps, malgré ma bonne connaissance des albums, le fait que la picole ait été grandement écartée du dessin animé... Je l'avais pas vu. Enfin, du moins pas trop. Donc oui, Tintin acquiert vite la confiance d'Haddock, qui est bientôt fixé sur Alan. Il est gardé par un de ses hommes, mais... Ben non, y a rien de suspect du tout. Hein. Bon, en même temps, je suis sourd et aveugle, hein, pourvu que personne le remarque. Les deux parviennent à s'enfuir à bord du canot de sauvetage, donc, mais un hydravion des méchants les prend en chasse. Hein? Mais d'où vient-il ce cabot? De Bruxelles, pourquoi? Les deux compères et Milou partent donc dans l'hydravion, mais vous savez ce qui se passe quand Tintin pilote? Les cigares du pharaon, le sceptre d'autocar, l'île noire, ça doit se finir par un crash. Bon, d'accord, il y a généralement une bonne excuse. Ici, il y a le temps, et le méchant qui s'est délivré, l'assomme, et saute en parachute. Ils s'en sortent, mais découvrent un dromadaire mort de soif, c'est dire que ce n'est pas rassurant. Les voilà donc à crapahuter dans le désert, sans eau. La soif finit d'ailleurs par faire délirer Haddock, et dans l'album, ça me faisait bien flipper, enfant. Épuisés, ils s'évanouissent, mais sont recueillis par des militaires, ce qui leur permet de reprendre des forces et d'aller, avec escorte, vers Bagarre. Ils sont cependant attaqués par des bérabères. Mention spéciale à la scène où Haddock, furieux qu'on lui ait brisé la dernière bouteille d'alcool qu'il a fauchée, fait s'enfuir, ou du moins le croit, ces bérabères en courant vers eux en les abreuvant d'injures. Vengeance! Capitaine! En place! Paniquez! Engagez! Tchouk-tchouk-nougat! Capitaine, arrêtez! Vous allez vous faire tuer! La scène est déjà très réussie dans l'album, ils l'ont bien restituée ici. Un bref passage musical sera utilisé, me semble-t-il, uniquement pour cette scène dans la série, la plupart étant habituellement réutilisés dans d'autres épisodes. Tout ce beau monde, gentil comme méchant, finit par se retrouver dans la ville portuaire de Bagarre, mais Tintin et Haddock sont séparés. Cela dit, ils croisent les Dupont, à la recherche du Caraboujan. Ils apprennent auprès d'un commerçant que le fournisseur de boîtes de crabes du coin, c'est un certain Omar Ben Salad, le plus gros négociant de Bagarre. Les Dupont vont mener l'enquête sur lui pendant que Tintin va essayer de retrouver Alan et Haddock. Vous l'aurez peut-être compris au fur et à mesure des épisodes, mais dans l'ensemble, je suis modérément fan des Dupont, qui ne me font pas marrer outre mesure. Mais cette fin d'épisode a pas mal de répliques et de passages assez drôles avec eux. Meilleur exemple, quand ils vont voir Ben Salad au sujet de leur enquête et lui balancent comme ça. Mais pour être plus précis, à quel propos cette enquête, messieurs? Notre ami Tintin vous soupçonne d'être un trafiquant de drogue. Ok, ça j'avoue, leur manque de subtilité à ce moment me fait toujours rire. Tintin finit par retrouver Haddock et ses complices, mais Alan s'enfuit. Voilà une course-poursuite finale en hors-bord qui débute entre Tintin et Alan. On a vu le coup! On a vu le coup! La scène est plutôt pas mal, hein, et, par certains aspects, plus trépidante que dans l'album. Mais il y a quand même un problème. Regardez, Tintin est accroché à une corde, Alan essaie de la dénouer, Milou le mord, on voit la réaction d'Haddock. Entre-temps, au bout du bateau, la corde se retend, alors quoi, Tintin est plus au bout? Corde qui, pendant ce temps, va savoir comment, s'est enroulée autour d'Alan, et elle tient bien, hein, la preuve. Tintin, lui, était donc bien toujours au bout de la corde, puisqu'il remonte sur le bateau. Et il n'y a pas eu de souci non plus, à un moment donné, quand ils se sont entrecroisés avec Alan. Bref, c'est vraiment pas clair du tout. Mais bon, le voilà arrêté avec ses complices, et même Bungie s'en est tiré. Pouvez-vous vous rapprocher pour la photo? Et sans oublier Milou. Mais Bungie, oui. Le Crabe aux pinces d'or est sans doute l'épisode de 92 qui prend le plus de liberté avec l'album, plus ou moins pertinente, mais aucune vraiment choquante selon moi. Même si, avec peut-être Tintin en Amérique, c'est le plus infidèle, comparé aux versions des années 60, c'est merveilleux, et certaines peuvent se comprendre. Par exemple, Tintin ne rencontre pas Bungie dans le Caraboujan dans l'album, mais seulement à la toute fin. Ici, leur rencontre finale est bien plus brève. Et c'est logique. Je pense que c'est parce qu'ils ont estimé que ce n'était plus trop l'heure d'expliquer l'intrigue aux spectateurs, alors que les méchants ont déjà les menottes au poignet. Ça a une certaine logique narrative.
Malgré un retour de beaucoup de gros hasards qui, sans disparaître, étaient plus rares depuis 2-3 épisodes, on a là le retour à une aventure assez dense après le détour plus zen et moins dépaysant du sceptre d'autocar. De plus, avec l'arrivée du capitaine en compagnon de Tintin, c'est l'apogée de la série qui n'a pas tardé à s'amorcer. Dans les années 30, comme dans beaucoup de pays, les partis fascistes montaient en Belgique. En 1936, le roi Léopold III déclarait que la Belgique resterait neutre si une nouvelle guerre secouait l'Europe, et le gouvernement prenait des dispositions en ce sens en 1937, malgré le scepticisme de pas mal de monde, dont Hergé. Lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en septembre 1939, Georges Rémy, alias Hergé, est mobilisé. Après tout, à l'époque, il n'a encore que 32 ans. Et malgré son affectation sous les drapeaux dans une compagnie de mitrailleurs, il réussit pratiquement chaque semaine à envoyer des nouvelles planches de Tintin au petit 20e. Mais les événements vont se précipiter. Il est démobilisé en avril 1940 avant d'être jugé inapte au service un mois suivant, peu après l'interruption de la parution du journal Le XXe siècle, et donc du supplément du petit 20e, et donc de Tintin. Le 28 mai, le roi Léopold III signe la capitulation à la Belgique, le pays est désormais occupé, y compris la maison d'Hergé, réquisitionnée pour un officier allemand. Et pour couronner le tout, il ne peut plus travailler un temps puisque le journal Le XXe siècle ne rouvrira pas, en septembre 1940, c'est quasiment certain. Heureusement, il y a toujours la vente de ses albums par Casterman qui lui permet d'être à l'aise financièrement. Hergé décline la proposition du journal Le Pays Réel, qui à ses débuts en 1936 se vendait très bien, mais à force d'être de plus en plus extrémiste, perdra de plus en plus de lecteurs. Donc, doublement bien vu. Hergé rejoint finalement le journal Le Soir, mais Le Soir dit volé, à savoir que la famille Rosser, ses fondateurs, ont interrompu sa publication, mais qu'un groupe de collaborateurs l'a relancé et qu'il est censuré par l'occupant. Mais Hergé veut bosser, et à la demande de l'hebdomadaire lance Le Soir Jeunesse. Et c'est là qu'il est temps d'aborder les accusations de collaboration et d'antisémitisme d'Hergé. Alors, on a déjà beaucoup parlé d'Hergé et de son attitude pendant la guerre. Bien avant ma naissance, il y avait déjà des articles, des documentaires, des livres, des interviews sur le sujet. Évidemment, ce n'est pas un gus comme moi qui va régler cette question comme ça entre la poire et le fromage. Mais on va quand même en parler un peu. Quand on regarde un peu ses déclarations à ses amis, son éditeur, ou ce qu'il a dit avec le recul, son souhait était apparemment de bosser à tout prix, parlant sans détour à Casterman de profiter de l'absence de concurrence française. La popularité de Tintin fait grimper les tirages, et il en est fier. Très fidèle à la parole du roi toute sa vie, il ne tient clairement pas à voir l'ennemi rester et marcher sur les plates-bandes de sa majesté. Mais travailler pour un journal à la botte de l'occupant et bien gagner sa vie dans cette situation, fatalement, c'est mal vu, et on peut le comprendre. D'autant que je dis un journal, mais techniquement, ça s'étend à d'autres journaux qui ont l'exclusivité de Tintin dans d'autres langues. Ce qu'il pensait, on ne le saura jamais, mais pour ce qu'il affichait, en dehors de sa famille, on pourrait parler d'un manque de sensibilité à la situation de la majorité des Belges. Quelques passages de ses albums aussi posent problème, l'Étoile mystérieuse en particulier, je vais y revenir. D'octobre 1940 à 1941 a été publié donc Le Crabe aux pinces d'or, dont on a parlé la dernière fois. Entre autres dans Le Soir Jeunesse, car en septembre 1941, ce supplément saute car le papier se fait rare. Tintin continue mais dans un format différent, quotidiennement. Bon, évidemment, plus question de double page à ce rythme, on se contentera de quelques cases. Et 2 jours après la fin de la publication du Crabe aux pinces d'or, démarre déjà celle de l'Étoile mystérieuse qui durera jusqu'en mai 1942. Dans cette histoire, une énorme météorite menace la Terre de destruction mais la rate, et seul un morceau atterrit dans l'océan. Tintin et une équipe de savants s'embarquent dans une expédition maritime pour étudier ce morceau. Morceau où vont se passer pas mal d'événements surnaturels. Après tout, le chaos que déclenche cette météorite en frôlant la Terre, et ce morceau qui flotte et sans créer de raz-de-marée, c'est de toute façon invraisemblable scientifiquement, alors on n'est plus à ça près. Et il est vrai qu'en pleine Deuxième Guerre mondiale, les intrigues surnaturelles éloignées de tout contexte politique trop criant, c'était sans doute plus sage. Même s'il y a quand même quelques allusions plus ou moins cachées. Par exemple ici, au bombardement. Après, cette case-là, ça craint. Si ça avait été 2 personnes totalement lambda, sans aucun signe distinctif, ça aurait pu être amusant en mode... Il va être bien attrapé, je serais mort d'ici là. Mais là, et dans le contexte de l'époque tout particulièrement, c'est vraiment difficile à défendre. Heureusement, cette case sera écartée de la version album. Bien joué. Le méchant aussi posera problème, le financier appelé Blumenstein à l'origine, et son physique qui véhicule les stéréotypes sur les juifs à l'époque. Il sera quand même conservé sans être nommé dans la version de 92. Mais voyons d'abord la version Belle Vision. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. L'Étoile mystérieuse. On ouvre bien sûr avec... Oh, mais lâchez-nous avec les Dupont! Ils n'apparaissent pas du tout dans l'album et vous leur faites l'honneur d'ouvrir avec eux. Sacre bleu, on peut le dire, pour une nuit chaude, c'est une chaude nuit.
Je dirais plus. Pour une chaude nuit, c'est ce qu'on appelle une nuit chaude. Donc, les Dupont en accident de voiture, et après cette séquence totalement inutile, on peut démarrer l'intrigue où Tintin, après avoir constaté une étoile étonnamment brillante, va à l'observatoire pour savoir ce qu'il en est. Il retrouve le professeur Tournesol, qui en version papier n'arrivera que dans 2 albums, mais bon, admettons, on a mis un visage plus familier que le professeur Calice, je veux bien. Slapstick, et Tintin apprend que la boule de feu va entrer en collision avec la Terre. Bientôt, le monde entier en parle à la radio, dans des représentations à peine clichés. Si vous tendez l'oreille, notez que c'est le même comédien qui fait la voix des 3 annonceurs. Hein. Le boule de feu qui se dirige vers le Terre atteindra notre globe dans un délai de quelques heures. Nous avons été les premiers à signaler aux observateurs du monde entier l'existence de la météorite géante. Nous nous confondons en excuses. Une énorme boule de feu se dirige vers notre honorable planète. Une grande confusion règne. Non, allez, parce qu'il n'y a pas l'accent. C'est la panique, mais bien entendu, comme dans l'album, le météore ne fait que frôler la Terre. Une expédition va s'embarquer pour récupérer le morceau tombé dans l'océan et... Oh, que fait-il sur le bateau, celui-là? Hé, là-bas! Arrêtez! Tu connais déjà tout l'équipage du bateau, Tintin? Quant au fait qu'il courbe, bah, il est peut-être juste pressé, ça arrive. Mais bon, au moins le... Oui, évidemment, comme d'habitude, les Dupont sont là totalement par hasard. Et donc, une course-poursuite s'engage. Il s'enfuit légalement. Ce n'est pas en restant assis qu'on va le rattraper. Courons après lui. C'est là où je me dis que les péripéties rajoutées, c'est bien gentil, mais on a eu l'annonce de la fin du monde quelques instants plus tôt. Alors oui, ok, même ceux qui n'ont pas lu l'album se doutent que ça n'arrivera pas. Mais la destruction de la Terre, ce n'est pas un suspense suffisant? Il n'y a pas assez de matière avec juste ça pour que le premier acte, avant qu'il ne prenne la mer, puisse se passer d'une course-poursuite random avec des gangsters? Ah, une échelle. Oui, merci, on a vu. Et maintenant, à nous deux. Sacré bon sang, il est tombé sur une balle de coton. La poursuite s'éternise, on voit finalement plus les Dupont que Tintin, je commence à me dire qu'ils auraient dû faire un spin-off d'ailleurs, et une fois le bateau en mer, c'est pareil, il bouffe énormément de place. Bon, en même temps, vu ce qui s'y passe, et vu que Tintin à son tour a des moments où il n'arrive plus à cacher sa dégénérescence neurologique... Dans les premières minutes du voyage, un méchant à bord essaie de sans cesse saboter le bateau. Mais, quoique très impressionné par son cosplay de Cyrano de Bergerac, Tintin le met hors d'état de nuire, mais il y a une bombe sur le bateau. Comme au début de l'épisode, quoi. Et comme à la fin du Crabe aux pinces d'or. Et dans le trésor de la Câble Rouge. Mais bon sang, Charlie Chose, t'as si peu d'imagination que ça! Dans la dernière partie, Tintin part en hydravion vers l'aérolite, comme dans l'album, mais contrairement à l'album, il pilote lui-même et... Non mais ça devient un sketch là. Dites, est-ce qu'un seul vol où Tintin pilote peut se terminer par « il atterrit normalement » Ici, il embarque Tournesol, et en plus des phénomènes surnaturels, il y retrouve les gredins. Mais tout est bien qui finit bien, il ramène un morceau, et comme dans tous les épisodes, on finit par un éclat de rire général niais. Voilà, c'est... mauvais. Bon, les deux personnes qui se demanderaient « Est-ce que dans un futur épisode, je vais défendre une seule des adaptations de Belle Vision ?» La réponse est oui, mais il y a un mais. Pour l'instant, il est temps de voir ce qu'en ont fait les équipes de chez Ellipse. Vu que leur adaptation est une des 3 qui se contentent de 21 minutes et non du double, autant dire qu'ils n'ont pas dû traîner. Est-ce qu'ils ont quand même réussi à bien faire? Eh bien, voyons ça. Je voulais un tout petit peu couper histoire de ne pas fâcher le robot YouTube, et démarrer par la formation de l'astéroïde tueur sous fond de musique inquiétante. Là encore, c'est beaucoup plus télévisuel, parce que dans l'album, ça commence par Tintin qui se promène tranquillement. Quand dans l'épisode, c'est la deuxième scène. Il se promène tranquillement, voit une étoile qui brille anormalement, et se rend à l'observatoire où les scientifiques sont très occupés. Il regarde de lui-même dans le télescope. Oui, nous y sommes. La luminosité, Mais non, fausse alerte, c'est parce qu'une araignée était sur l'objectif. À l'observatoire travaille un certain professeur Calice, qui lui annonce qu'un astéroïde va entrer en contact avec la Terre, et qu'une équipe de forage va donc se rendre dessus pour... Non, attendez, mauvais script. Donc, en fait, on est dans les années 40, donc ils peuvent rien faire, donc... C'est la fin du monde, oui. À 8h12 minutes et 30 secondes précisément. Petite surprise tout de même, là où les minutes suivantes sont assez grandiloquentes, ce passage-là précis, l'annonce de la fin du monde par le professeur Calice, c'est relativement sobre, mais ça ne va pas durer.
Dehors, les choses empirent, les prophètes de l'Apocalypse sont sortis. C'est le châtiment. Faites pénitence. La fin des temps est venue. Sous l'effet de la chaleur, l'asphalte fond, les pneus explosent, les rats sont sortis, puis démarre un tremblement de terre. Clairement, les choses ne cessent d'empirer. L'astéroïde ne fait qu'approcher, et déjà Tintin doit lutter pour sa survie. Et en plus de ça, le prophète de tout à l'heure est revenu. Et il me fichait un peu la frousse quand j'étais gamin. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Ah ah, voilà le châtiment. Mais non, ce n'était qu'un cauchemar. Sauf que c'est là que, contrairement à l'album, le moment où commence son cauchemar peut ne pas être clair la première fois qu'on voit l'épisode. A-t-il rêvé depuis le début? Non, la suite de l'épisode indique qu'il est bien allé à l'observatoire. En fait, c'est lors de l'ellipse, entre le moment où le professeur Calice lui révèle la fin du monde et le début des phénomènes dans la rue. D'ailleurs, la tenue de Tintin a changé. Dans l'album, c'est plus clair. Fatigué, Tintin rentre chez lui, s'assoupit, fait son cauchemar avec le prophète et se réveille juste avant le tremblement de terre. Car oui, dans l'épisode, un tremblement de terre n'a pas suffi à le réveiller. Mais Tintin étant un des rares à savoir quelle catastrophe a failli se produire, est content, ce qui amène ce moment quand même assez drôle, où il explose de joie publiquement malgré les dégâts. Ce n'était qu'un tremblement de terre. Il retourne à l'observatoire. Le bolide est passé à 45 000 km. Seul un morceau d'aérolite s'est écrasé et le superbe cataclysme que j'avais espéré n'a pas eu lieu. Mais il reste un morceau dans l'océan, donc une expédition est organisée pour aller sur cet aérolite. On nous présente tous les scientifiques de l'expédition, dont je ne retiens aucun nom, à part le professeur Calice et le professeur Contono, vu qu'il sera de retour dans le diptyque 7 boules de cristal Temple du Soleil. Les autres, je défie quiconque qui ne soit pas un fan un tantinet excessif de retenir un seul autre nom. Du remarquable savant suédois Erik Jorgenskjöld. Oui, évidemment, quoi, vous connaissez pas Erik Jorgenskjöld? Franchement. Même si cette fois, on a du français dans le journal au lieu du lorem ipsum. Pour couvrir l'événement sur place, on a donc Tintin, et en capitaine du navire, le capitaine Haddock, qui confirme donc son statut de personnage récurrent, en même temps qu'on confirme la deuxième aventure consécutive se passant dans le milieu maritime. Une expédition comme celle-ci doit coûter des sommes folles. Vous rendez-vous compte que tous les pays du monde se sont associés pour nous subventionner? Ça coûte si cher que ça d'affréter un bateau vers l'Arctique? Mais bon, voilà le méchant, un financier d'un nouvel endroit fictif, Saoriko. Il n'est pas nommé ici, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, même pas sous son deuxième patronyme, car il a été rebaptisé Bowinkel dans la dernière version de l'album, au lieu du nom original Blumenstein, inspiré apparemment de Lovenstein. Je m'appelle Sveg. Lovenstein. L'expédition concurrente, celle du navire le Perry, n'hésite pas à toutes les bassesses pour arriver les premiers à l'aérolite, y compris essayer de couler leur or et envoyer un faux SOS de détresse de la part d'un navire fictif. Mais malgré le retard pris, il n'abandonne pas la partie. Tintin prend l'hydravion pour aller planter le drapeau en premier. Ce qui m'amène à cette question, envoyer un avion dès le départ plutôt qu'un bateau avec un gros équipage, ça n'aurait pas été plus pratique et économique? La course contre la montre commence pour qui sera le premier arrivé, et c'est évidemment Tintin qui y parvient. Il a réussi! Victoire, on a gagné! Mais il doit rester quelque temps sur l'aérolite, le temps que le bateau arrive. Commencent alors des phénomènes étranges. Oui, tout autour de lui grandit de manière surnaturelle. Heureusement pour lui, l'hydravion revient moins de 2 minutes après être parti, sans qu'on ne sente trop que du temps est passé. Tintin risque tout de même sa vie pour ramener un morceau de l'aérolite, que l'expédition n'ait pas été vaine. Messieurs, je vous rapporte un bloc de Calistène. Attention! C'est donc un succès, les méchants sont arrêtés et la fin est expédiée à vive allure, par exemple, le fondu au noir final, la dernière phrase est loin d'être finie. Un bloc de minerai de métal découvert par le professeur Calice a été rapporté. On peut donc s'attendre de ce côté à des découvertes sensationnelles. Et je sais, oui, mon résumé était rapide, mais c'est comme l'épisode. Tu sens que caser tout l'album en 20 minutes sans les génériques, c'était chaud. Ce qui fait que malgré ses qualités, le côté trop résumé de cette adaptation ne la met pas dans le haut du panier de cette série. C'est le seul reproche que j'ai à lui faire, mais c'est un assez gros reproche. Cela dit, certaines de ses coupes sont légitimes. Par exemple, Tintin fait plus aller-retour à l'observatoire en première partie à l'origine, on en a zappé ici. De même que des petits changements où on peut se demander pourquoi Hergé n'y a pas pensé. Comme le fait que, lors d'une petite réunion où ils se demandent s'ils doivent renoncer à atteindre l'aérolite en premier pour porter secours au faux SOS du Perry. Oui, Tintin approuve dans l'album que les savants soient pour aller aider l'autre navire car des vies humaines sont en danger. Mais ici, il prend l'initiative, et c'est lui qui dit directement en premier « Mon avis est d'aller leur porter secours, des vies humaines sont en danger !» C'est tout à fait dans l'esprit Tintin, ça.
De même, l'atmosphère pesante de début et fin d'épisode est bien retransmise, et même si c'est le cas dans l'album, ça ne va pas de soi, coucou belle vision. Et pour la deuxième et avant-dernière fois de la série, on nous épargne les Dupont, je ne suis pas forcément contre. Reste qu'on peut dire ce qu'on veut, avec ce rush, cet épisode n'est pas le plus mémorable de tous. Il n'est certainement pas raté, du reste pas sûr qu'un seul des épisodes le soit, à part peut-être Tintin en Amérique, mais avec des circonstances atténuantes dues au matériau de base, mais on a vu plus marquant. En 1942, Hergé est à bout tant il est surchargé de travail. En plus des histoires en cours, il y a de nouvelles versions de ses albums à créer, on reparlera de ça un jour. Il cherche donc à s'adjoindre les services d'Edgar P. Jacobs, 38 ans, dessinateur publicitaire, futur créateur de Black et Mortimer. Série qui d'ailleurs aura le droit à une très bonne adaptation également par Ellipse en 1997. En février 1942, Jacobs accepte le principe, mais a d'abord du travail à mener à bien pour l'hebdomadaire jeunesse Bravo. Il faudra au final patienter jusqu'à fin 1943, mais en attendant, Hergé a tout de même l'aide de la dessinatrice Alice DeVos. 3 semaines après la fin de la parution de l'Étoile mystérieuse, démarre celle du secret de la licorne. Dans cette histoire, 3 parchemins glissés dans des maquettes de bateaux nommés La Licorne, que dirigeait le chevalier de Haddock, l'ancêtre du capitaine, mènent à son trésor. Tintin et Haddock vont essayer de réunir les parchemins dans cette première partie, malgré la convoitise d'autres personnes. Des individus peu recommandables pour notre belle société. On va revenir sur l'intrigue de cet album un peu plus tard, mais il est important pour 2 raisons. Déjà, il introduit le personnage de Nestor, qui deviendra un personnage secondaire récurrent de la série, sur lequel on reviendra. C'est le majordome du château de Moulinsart, lieu emblématique de la série. Domaine inspiré officiellement du château de la Loire Cheverny, amputé de ses 2 ailes. Le château lui-même à visiter est sympa sans plus selon moi, mais il y a une expo Tintin permanente amusante si vous voulez vous y rendre. Cela dit, le château de Rifsart prétend aussi à l'inspiration de Moulinsart. L'histoire est un diptyque, le deuxième de Tintin, mais plus évident que le duo Cigare du Pharaon, Lotus Bleu, où à la fin des Cigares du Pharaon, tout aurait pu finir ainsi sans qu'une suite ne s'impose. Or, à la fin du Secret de la Licorne, l'histoire n'est clairement pas finie. Les parchemins réunis, il faut aller chercher le trésor, et la suite est annoncée d'ailleurs par Tintin lui-même, qui brise le 4e mur et évoque le trésor de Rackham le Rouge. Dans cette aventure, Tintin, Haddock et les Dupont s'embarquent en mer pour chercher le trésor, accompagnés d'un nouveau personnage majeur, le professeur Tournesol, un scientifique qui se définit dur d'oreille, mais qui en réalité entend particulièrement mal, ce qui donnera lieu à des gags récurrents sur la question. Si on en croit son introduction où on voit 2 inventions foireuses, on pourrait penser qu'il est assez mauvais dans son travail, mais progressivement on s'apercevra qu'il est en réalité brillant, simplement il est tête en l'air et maladroit. C'est un personnage affable la grande majorité du temps, mais qui au fur et à mesure des albums révélera tout de même parfois un caractère bien tempé lors de scènes de contrariété. Bon, voyons l'adaptation Belle Vision. Et ne serait-ce que si vous avez vu le film de Spielberg, vous savez qu'on ouvre marché aux puces et... Ah bah non, évidemment, Charlie Chose a dû décréter que ce genre d'ouverture trop calme et sage c'est pour les tapettes, alors faut ouvrir façon film noir. Tintin rentre chez lui avec une boîte qui contient la maquette d'un bateau, et voit les Dupont à la télé pour parler d'une recrudescence des vols de portefeuille. Non, messieurs, pas par là! Oh, c'est bizarre! Oh, comme je joue bien! C'est alors que les 2 bandits attaquent Tintin chez lui et lui volent sa maquette. Pourtant, le lendemain, Tintin retrouve une identique chez un antiquaire, qu'il se fait voler en plein jour devant témoins. Un génie ce type. Au secours, police! Au voleur! Halte au nom de la loi! Ok, là je suis fixé. En fait, les Dupont suivent Tintin. Ils savent que où qu'il soit, il repérera un meurtre, un vol, ou qu'il en sera lui-même victime. C'est pas possible autrement. Tintin se rend alors chez Haddock qui lui raconte l'histoire de son ancêtre, le chevalier de Haddock, capitaine du vaisseau La Licorne. L'histoire est très fidèle à l'album là, pour le coup. On rajoute certes des gags, mais dans l'ensemble, ok pour l'intrigue. Après, force est de constater qu'avec cette animation, ce n'est pas très impressionnant, ni concernant les navires où on a l'impression de voir un duel de maquettes, ni sur les duels à l'épée, ça manque franchement de dynamisme. Là encore, on aura l'occasion d'en reparler. Il tremble comme une jouvencelle. Hey, je vais te montrer comment on sait se battre sous le pavillon noir. Est-ce que tu crois que tu me fais peur, espèce de bachibouzouk des Carpates? Cela dit, j'aime bien parce que ça me fait penser au combat d'insultes du jeu vidéo Monkey Island. Ce chef des pirates se nomme Rackham le Rouge, et le chevalier de Haddock en vient à bout. Je lègue à chacun de mes 3 fils un modèle de la licorne. Ah, ces mémoires sont en anglais?
Ah, et il écrit très gros aussi, hein. Voilà Tintin sur la piste des parchemins qui mènent au trésor. Mais il est enlevé par 2 frères, les frères Loiseau, qui les lui réclament. Vous possédez 2 parchemins qui m'intéressent. Je vous donne 1 heure pour me dire où vous les avez dissimulés. Eh, c'est Jacques Dillam, sympa. Tintin s'enfuit de sa cellule, et après une longue course-poursuite, il leur fausse compagnie. Bon, en même temps, ils sont particulièrement empotés. Il prévient Haddock qui rameute les Dupont, voilà les frangins arrêtés. Après quelques scènes d'explication d'un des frères Loiseau qui peuvent être tronquées parce que des scènes de l'album ont sauté, ce qui fait qu'en gros il explique la partie qu'on pouvait à peu près deviner, 25 minutes se sont déroulées, et c'est la fin de l'épisode... Ah non, commence 10 minutes de poursuite complètement inventées, avec les Dupont en vedette, des animations recyclées, des gags pas drôles, et un... shérif ? Mais dans quel pays on est, là ? Et donc Tintin et Haddock ont les 3 parchemins, et vont s'embarquer pour aller chercher le trésor, pendant que Milou est le seul à représenter ce que ressent le spectateur après ça. Le trésor de Rackham le Rouge commence avec... ok, ils vivent à New York, donc... Ouais, bon, on n'est plus à ça près, hein. Au moins, ça expliquait le shérif. Cela dit, étant donné qu'il y a aussi clairement des inscriptions en français, ça donne surtout l'impression qu'ils n'ont pas su se décider, ce qui l'affiche un peu mal quand même. Et j'ajoute que il suffit de regarder la durée de l'épisode pour comprendre qu'il y a définitivement quelque chose qui cloche avec le timing de ces adaptations. Je m'explique. Dans l'album Le Secret de la Licorne, il y a beaucoup de personnages, masse de mystères, masse d'explications, plusieurs sous-intrigues. Le trésor de Rackham le Rouge, en comparaison, est une histoire très très simple. Il s'embarque assez vite, et ensuite, c'est un voyage sans histoire. Sans histoire sur l'île non plus. C'est surtout sous l'eau que se passe l'action avec l'épave, Tintin qui manque de se noyer, les requins... Sinon, c'est beaucoup de gags. Et l'après-voyage, on est très proche de la fin. Pour le coup, oui, ça se comprend que l'adaptation Ellipse, 30 ans plus tard, se contente d'un épisode de 20 minutes. Mais Belle Vision, fidèle à une logique qui m'échappe, l'histoire fournie du Secret à la Licorne adaptée en 36 minutes, soit la plus courte des adaptations de Belle Vision et comme je l'ai dit, un bon tiers de scène filler, et l'histoire simple du trésor de Rackham le Rouge dure un peu plus d'1 heure. Bah tiens, bah oui parce qu'en vérité, c'est la première aventure à se passer totalement de la moindre forme de méchant. Tout juste les Dupont dans l'album évoquent l'évasion des frères Loiseau sans qu'on ne les voie. Mais là, non, il faut qu'on voit un des frères s'enfuir, qu'il y ait un complice qui s'embarque sur le bateau pour voler la carte qui mène à l'île, ils mettent une bombe, comme je l'ai dit dans l'épisode sur l'étoile mystérieuse, etc., etc. Et puis, ah bah oui, les indigènes. Bon, soyons honnêtes, le chevalier de Haddock en parlait dans ses mémoires. Enfin, c'est pas pour ça que les inclure est une bonne idée. Comment ? Vous me refaites ça, s'il te plaît ? Non mais faut pas rester là, monsieur. Hein. Désolé, vous n'êtes pas un indigène, hein. Vous êtes un extraterrestre. Parce que la voix humaine ne peut pas faire ça, hein. Et ça ne ressemble même pas de loin à tout dialecte connu de l'homme. On ajoutera aussi la présence des méchants lors de la recherche de l'épave, donc, ce qui donnera lieu à un... J'ai du mal à croire que je prononce ces mots, un combat sous-marin entre Maxime Loiseau et Tintin. Ciel, mon Hubert. Ciel, j'ai peur. Oh là là, si, je le jure. Le tout suivi par l'apparition d'une pieuvre géante. Putain, il aura tout mis, Charlie Chose, tous les poncifs possibles, il les aura mis. Et puis évidemment, les habituels soucis de timing. Le requin attaque. Attention, il est à 50 cm de vous, capitaine. Il a décidé d'attendre. Ah non, il s'est décidé. Ah non, il hésite encore, dirait-on. Ah oui, il y a le volcan en éruption, comme par hasard pour la première fois depuis des lustres, manifestement, lors des quelques jours où les héros sont là. Ouais, bon... Et une fois revenus, les héros achètent Moulinsart, et c'est là qu'ils y trouvent le trésor, comme dans l'album ou le film de Spielberg, mais faut rajouter encore un gangster, évidemment, brillant comme tous les gangsters de cette série. Ouais. Donc, je ne suis pas mécontent qu'on ait plus beaucoup de ces adaptations Belle Vision à se farcir, pour être franc, parce que je commence à me répéter, dans la mesure où les soucis sont toujours les mêmes. La trame de base respectée dans les très très grandes lignes, pour à la place trop d'actions pas très évidentes, trop de Dupont, trop de méchants, le tout avec un niveau technique qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu être, pour ce qui était alors la bande dessinée la plus connue d'Europe, si tant est qu'elle ne le soit plus aujourd'hui. Voyons donc ce qu'Ellipse en a fait. Tintin est au marché aux puces et rencontre les Dupont, ce qui, vous l'aurez peut-être remarqué, le fait clignoter. Ils sont à la recherche d'un pickpocket qui sévit depuis quelque temps, et l'épisode d'ailleurs nous a fait un malin plaisir de déjà nous le montrer comme un anonyme parmi les autres dans la foule du marché aux puces. Mais ça on ne le sait que lors du revisionnage où cette fois on connaît son visage. Peu après, Tintin achète une réplique d'un navire pour le capitaine, mais 2 personnes insistent pour lui racheter. Et que diriez-vous de 500 francs? Je monte à 600. 700. 800. 900. 1000 francs. Non! Au final, Tintin, ça te mènera certes à un trésor de fou, mais après avoir risqué ta vie 25 fois, franchement, tu ferais mieux d'accepter les 1000 balles. Hein. 900 de bénéfices, c'est pas mal quand même, et sans risque. Parce qu'en quelques heures, c'est déjà le bazar.
Milou fait tomber le bateau et un parchemin tombe du mât sans que Tintin ne s'en aperçoive. Ils s'absentent et entre-temps, la licorne est volée. Il va chez Saccharine, non, Monsieur Saccharine, un des deux hommes qui voulait lui racheter le bateau, mais s'aperçoit que c'est une maquette identique, mais pas la sienne. Il revient chez lui, cette fois, ça a été mis à sac. Et ce n'est que le début, donc tu auras dû m'écouter, Tintin, tu vois? Il finit par trouver le parchemin sous le meuble. Il comprend que le voleur de la licorne pensait y trouver le parchemin à l'intérieur, ne l'a pas trouvé, et est donc revenu tout fouiller. Il comprend aussi qu'il est sans doute sur la piste d'un trésor, et se rend chez le capitaine. Mercenaires, cornichons, flibustiers! Victoire, ils ont battu en retraite! Hardis les gars, virons cadeau! Haddock est comme ça car il était plongé dans les mémoires de son ancêtre, le chevalier de Haddock. Et en fait, à gommer son alcoolisme, on finit par le rendre plus inquiétant encore, je dirais, parce que, ivre, quelque part, il aurait une excuse, tandis que là, il semble juste avoir des accès de folie. Haddock lui raconte donc l'histoire du chevalier, fier capitaine de la licorne. Et c'est l'heure de la comparaison pour le combat. Contemplez la maestria d'une des cases, certes très grande, des combats dans l'album. C'est violent, il y a des morts évidentes, ça se bat et ça explose de partout, de la vraie sauvagerie. Chez Belle Vision, rappelez-vous, c'était des combats assez pâteaux, des animations répétées en boucle et traitées légèrement, avec beaucoup d'humour. Maintenant, la version ellipse. Je vous accorde que le côté mort évidente est allégé, mais au moins avec ce passage très cut, cette musique, cette dynamique, on est vraiment dans l'action. Mais arrive le chef des pirates, le redoutable Rackham le Rouge. Laissez-moi cet homme, camarade, je le tuerai moi-même. Viens-y donc si tu oses qu'à tenter, moule à gaufre. Ça fait bizarre d'entendre cette insulte, même si ça n'a pas grand sens comme insulte, en 1698. Mais après vérification, à l'époque, les gaufres existaient depuis plusieurs siècles, donc j'accepte. Profite des heures qu'il te reste à vivre, vieux cheval, car demain au lever du jour, tu mourras. Parce que je suis trop stupide pour te tuer maintenant. Patience, mes agneaux. Ah bah ça alors, comme il n'est pas surveillé, il se libère pendant la nuit. S'engage alors un combat final entre Rackham le Rouge et le chevalier de Haddock, dont le chevalier sort vainqueur. Il fait exploser le navire et vit sur une île pendant 2 ans, avant d'être recueilli par un vaisseau. Il a légué à chacun de ses 3 fils un modèle de licorne avec des parchemins, ainsi la vérité sera révélée. Les fils auraient manifesté peut-être plus de zèle s'il avait dit clairement que c'était des diamants, hein. Allez, pour rire, une version des papiers de Tintin ? Plutôt sympa, même si c'est presque dommage qu'il n'ait pas mis nom, Tin, prénom, Tin. Ce dernier veut récupérer le 2e parchemin chez Monsieur Saccharine, mais l'autre homme du marché aux puces, que Tintin soupçonne déjà d'être celui qui a cambriolé son appartement, lui a dérobé. Pourtant, l'homme en question, qui s'appelle Barnabé, vient chez Tintin et demande à lui parler. Sauf que soudain... Oh, Milou qui se cache les pattes, c'est mignon. Barnabé essaie de le prévenir du danger qu'il guette, mais ne parvient qu'à dire ça. Des moineaux ? Plus tard, Tintin est enlevé par 2 frères qui lui dérobent son parchemin. Il est fait prisonnier dans la cave du château de Moulinsart, et ils veulent récupérer les 2 autres, que Tintin n'a pourtant pas. Il parvient à s'enfuir avec un plan, je dirais, d'une ingéniosité assez peu crédible, encore qu'on a vu pire. Et il sort de la cave, malgré le fait d'être poursuivi par les 2 frères. Qu'est-ce que c'est que ça ? Messieurs M et G l'oiseau. L'oiseau... Les moineaux. Bon, avec cette enveloppe, Tintin comprend que le nom des 2 frères, c'est l'oiseau, ce qui explique le geste de Barnabé. Mais, bon, je sais que je pinaille, mais c'est le... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui me fait marrer, dans le sens où tu as un détail en principe totalement anodin, mais qu'une sorte de 6e sens lui fait comprendre que c'est important. Parce que là, concrètement, cette scène, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Du courrier posé sur un bureau ? Quelle découverte invraisemblable ! Il parvient à appeler le capitaine Haddock, malgré l'intervention du domestique des frères Loiseau, Nestor. Alors qu'il s'est fait prendre, Milou arrive, on ne voit pas le coup, et je vais arrêter de vous le dire parce que moi-même j'en ai assez de le préciser. Haddock et les Dupont arrivent pour arrêter les 2 frères, qui leur racontent qu'avec leur exemplaire de la licorne, ils ont compris aussi qu'ils cherchaient un trésor, et ont engagé Barnabé pour faire la sale besogne avant qu'il ait des scrupules. Puisqu'on en parle, revenons au début d'épisode et notons un tout petit moment après que Tintin ait refusé de vendre le bateau. Qu'ont-ils donc tous à vouloir me racheter ce bateau ? Là encore, c'est un moment beaucoup plus télévisuel. Stéphane Bernasconi, le directeur de la série, a dit qu'il avait fallu trouver d'autres codes que la BD. Ça en fait partie, voyez, ça n'est absolument pas dans l'album.
C'est un gros indice que Barnabé n'en a pas fini avec Tintin, mais c'est quand même plus subtil que dans Les Cigares du Pharaon, où après que Tintin ait quitté Rastapopoulos, on voit ce dernier faire sa tête de méchant. Quant aux 2 parchemins qu'il réclamait à Tintin, un pickpocket sur lequel les Dupont enquêtaient leur avait en fait volé, et ils le retrouvent, ils ont désormais les 3. Haddock va affréter un bateau avec les coordonnées indiquées par les parchemins. Commence alors le trésor de Rackham le Rouge, dernier épisode de cette série à ne durer que 21 minutes. Les préparatifs avant le départ sont expédiés en moins de 2. En même temps, il y a plusieurs scènes relativement dispensables à porter à l'écran, comme Tintin et Haddock qui font des emplettes avant le voyage. Ou durant le voyage, certes, mais anecdotiques. La presse commande beaucoup le départ d'Haddock et Tintin, mais les gens qui se pressent à leur porte prétendant être le descendant de Rackham le Rouge sont effacés de cette adaptation. Ce qui fait d'ailleurs qu'un extrait du générique où les Dupont se reçoivent des dossiers sur le sommet du crâne est absent de cet épisode, alors qu'il était bien dans le pilote et donc qu'on le retrouve dans le générique. Un comble. Frappe alors à leur porte le plus beau, le plus charismatique, le plus sexy de tous les personnages. Tout le monde à poil, je suis là. Non, mauvaise série, pardon. Bonjour, je désirerais parler à Monsieur Tintin, s'il vous plaît. Le professeur Tournesol, dont la voix est magnifiquement assurée par un grand acteur, surtout connu pour le doublage, Henri Labussière. Et outre Tintin, vous l'avez forcément entendu dans un film ou une série, forcément, qu'il double une série étrangère ou en soit l'acteur original. Il est apparu dans Les Mystérieuses Cités d'Or, dans plusieurs Disney, dans Les Mondes Engloutis, c'était aussi Panoramix dans ces 4 Astérix-là, et quand c'était pas Panoramix, c'était un autre rôle emblématique. Immatriculer une galère. Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. On le retrouve aussi dans Les Mini-Pousses, dans X-Or, dans plusieurs adaptations de Lucky Luke, c'était aussi le grand-père d'Erasme Moquette, et tout ça, ce sont seulement quelques exemples et seulement pour les programmes animés, mais la liste est interminable. Et pour Tournesol, eh bien, encore une fois, très bon choix. Le casting de cette série est décidément remarquable. À l'instar de Christian Pellissier pour le capitaine, je n'entends plus une autre voix pour ce personnage. J'ai inventé un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins et j'aimerais vous le montrer. Ce dernier veut partir en expédition avec eux pour tester un sous-marin, mais ses inventions semblent trop farfelues à Tintin et Haddock. Le professeur Tournesol est dans l'ensemble un élément comique plus efficace que les Dupont, selon moi. Certes, les gags sur son audition défaillante deviennent un peu répétitifs à force, mais il aura d'autres bons moments dans la série, ne serait-ce que sa manie pour sa radiesthésie à toujours se trimballer avec son pendule. Mais là, donc, Haddock refuse son invention. Le jour de l'embarquement, faible prétexte tiré de l'album pour faire embarquer les Dupont avec eux, les frères Loiseau se sont échappés et ils ont reçu l'ordre de protéger Tintin et Haddock. Et ils pourraient bien avoir déjà du boulot car il y a un voleur à bord. Capitaine, on m'a volé une boîte de biscuits et un poulet. Mais surtout... Tintin! Capitaine! Il y a une machine infernale à bord, ça va sauter! Oh non, ne me dites pas que... Charlie Chose, on vous avait dit, après l'époque Bellevision, de foutre la paix à Tintin. Non, en fait, c'est Tournesol qui a embarqué en douce, et son sous-marin aussi. Voilà nos amis sur l'île qui recherchent le trésor. Ils trouvent certes une statue à l'effigie du chevalier de Haddock, mais ils comprennent vite que le trésor est plus vraisemblablement au fond de l'eau. Tintin plonge alors à l'aide du sous-marin de Tournesol. Un nouvel environnement visité pour Tintin, comme d'habitude, bien restitué par cette adaptation. Il faut quand même se méfier des requins, et c'est d'eux que viendront le plus grand danger de l'épisode, dans des scènes d'une certaine tension. Mais après un temps interminable de recherche sous-marine d'au moins 4 minutes 30, ils rentrent. Et oui, la faible durée de cet épisode se ressent. Donc ils rentrent, mais bredouille, ou brecouille comme on dit dans le bouche-au-doigt. Enfin, ils ont ramené la figure de proue et ont quand même trouvé quelques objets précieux, mais pas le gros trésor. Mais il y a une réplique de l'album qu'ils ont fait sauter que j'aimais bien. Tournesol, dans son petit monde, qui est persuadé qu'ils n'ont même pas trouvé l'épave, agace le capitaine qui lui montre alors l'avant de la licorne qu'ils ont repêché. Et il lui dit ça. Moi j'aime beaucoup. Mais ils ont tout de même remonté des vieux documents qui font comprendre à Tournesol que le château de Moulinsart appartient à la famille du capitaine. Tintin comprend que le trésor se trouve probablement là-bas. Or, depuis l'arrestation des frères Loiseau, le château est à vendre. Il l'achète, descend dans la crypte et trouve un indice. Regardez! C'est l'île du Chevalier. Qui est presque aussi grande que l'Espagne. Waouh! Le trésor de Rackham le Rouge! Et voilà, comme ne cesse de répéter Haddock, même si Tournesol ne le comprend pas, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. N'est-ce pas, capitaine? Sans aucun doute, cher ami. En définitive, il n'y a pas de grand défaut à ces deux aventures, si ce n'est le fait que le trésor de Rackham le Rouge soit quand même bien court. Car j'ai parlé de 21 minutes, mais contrairement aux 2 autres épisodes qui s'en contentent, Tintin en Amérique et l'Étoile Mystérieuse, celui-ci fait partie d'un diptyque. Donc, le résumé du secret de la licorne bouffe du temps.
Du coup, si en plus on enlève le générique, il nous reste que 17 minutes 30 effectives, c'est pas beuzef. Après, je vais vous parler des passages dispensables. Bon, Tintin et Haddock qui se rendent compte qu'ils n'ont pas suivi le bon méridien, c'est un bon exemple de ce qui allait vraisemblablement sauter, et je dirais même ce qui devait sauter, parce que d'accord, ça ajoute une touche de réalisme à l'album, mais enfin, en soi, bon, ce genre de choses, on s'en fiche un peu, ok. Mais de là à aller si vite, c'est un peu dommage. Reste que, dans l'ensemble, ce sont deux aventures bien réalisées qui ont presque tout. Le côté pure enquête est clairement présent dans Le Secret de la Licorne, de même que le côté pure action aussi. L'humour est bon dès Le Secret de la Licorne, mais trouve un nouveau souffle dans Le Trésor de Rackham le Rouge avec l'introduction du professeur Tournesol, et le côté dépaysement et aventure est assuré par cet épisode aussi. Le tout avec un but clair et précis, vieux comme le monde, une chasse au trésor. Rarement ailleurs qu'avec ces deux épisodes, les aventures de Tintin n'auront autant mérité leur nom. Les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil. Ce diptyque va correspondre à la pire période de la vie d'Hergé. Pourtant, professionnellement, ça va. Les ventes de ses albums sont toujours très bonnes, et en cette fin 1943, Jacobs l'a cette fois rejoint. Il l'aidera certes sur le diptyque dont on va parler, mais principalement dans le travail de refonte de ses anciens albums, ce qui permet d'alléger sa charge de travail, mais aussi de profiter de son expérience. Non pas que Jacobs ait plus d'expérience dans la bande dessinée, certes plus vieux qu'Hergé, ce dernier bosse quand même à temps plein dans ce milieu depuis bientôt 20 ans, mais voir au jour le jour la méthode de travail d'un autre dessinateur aussi doué et minutieux que Jacobs a ses avantages. Le 23 septembre 1943, Hergé a fini de prépublier Le Trésor de Rackham le Rouge en le soir, et le 16 décembre de la même année, Les 7 boules de cristal arrivent dans le même jour... Ah, c'est original ça, tiens, personne n'a jamais fait cette blague. Bref, cette histoire est une des plus connues de Tintin. 7 explorateurs partis en expédition ont ramené en Europe une momie inca, et petit à petit, ils tombent tous dans un coma profond, comme victimes d'une malédiction. Le mystère est omniprésent, l'ensemble est plus sombre et angoissant que tout autre album, mis à part à mon sens peut-être la première version des Cigares du Pharaon qui, mine de rien, pouvait avoir une atmosphère assez étrange et dérangeante. Mais ici, l'ensemble est bien plus maîtrisé, au niveau de l'intrigue bien sûr, et techniquement c'est beaucoup plus abouti, et sans les dingueries de l'époque des premiers albums. D'accord, il y a quelques erreurs historiques sur la civilisation inca, mais Hergé en corrigera la plupart pour l'apparition d'albums. Et oui, il en reste aujourd'hui, mais je défie toute œuvre de fiction avec un fond historique surtout aussi ancien d'être d'une totale exactitude. Mais tout ça devient secondaire le 3 septembre 1944. La vie d'Hergé bascule lorsque Bruxelles est libérée. Dans les jours qui suivent, Hergé, accusé de collaboration pour avoir travaillé dans un journal à la botte de l'occupant, est arrêté 4 fois et passera une nuit derrière les barreaux. Il est à chaque fois libéré car les autorités reconnaissent qu'il n'y a pas de preuve tangible de collaboration. Il n'a pas appartenu à un mouvement, n'a fait aucune déclaration en ce sens, il n'y a aucune propagande pro-allemande dans ses histoires. Il a travaillé pour un journal relancé par des collaborateurs pour y publier ses BD. Et dans tout ce qu'il a publié, son plus gros tort est donc sans doute l'image de l'étoile mystérieuse dont j'ai déjà parlé, non retenue pour la version album dès 1943. Il fait pourtant bientôt partie des nombreux gens ayant travaillé pour un journal pendant l'occupation qui sont un temps interdits de publication, interdits d'exercer leur profession. Pire encore, une campagne de dénigrement commence, avec notamment l'hebdomadaire La Patrie, qui publie 3 strips médiocres à tout point de vue, pour rester poli, intitulés Tintin et Milou au pays des nazis. Hergé, lui, estime n'avoir rien à se reprocher. En effet, pour ce qui est très grave, comme véritablement travailler volontairement avec l'occupant, dénoncer des gens, non, fort heureusement. D'un point de vue moral, c'est peut-être exagéré. Il a fermé les yeux sur certaines choses et obtenu quelques passes droits grâce à son nom et la célébrité de son œuvre pour travailler. Du genre obtenir plus de papier et plus facilement des droits de réimpression de ses anciens albums, mais ça s'arrête à peu près là. Ce genre de publication est donc exagérément calomnieux et, à contrario, justement dû à la notoriété de son nom. Hergé est considéré comme un incivique, un traître, il est blacklisté, calomnié, et il en souffre. Il doit se contenter durant 1 an de travailler sur la refonte de ses anciens albums. En septembre 1945, cependant, André Sinave, Albert de Batty et Raymond Leblanc prennent contact avec Hergé dans l'idée de lancer un hebdomadaire pour la jeunesse, évidemment avec Tintin en star. Après tout, les autres grands journaux pour les jeunes d'époque ont généralement leur tête d'affiche, Mickey Mouse, Spirou... Le 22 décembre 1945, la justice, définitivement, n'entame aucune poursuite à l'encontre d'Hergé, mais une partie de la presse continue des critiques acerbes contre lui. La préparation de lancement de l'hebdomadaire se poursuit malgré tout. Raymond Leblanc en sera l'éditeur, Georges Lallemand le financier, et Hergé la star. Pour débuter, les bandes dessinées seront celles d'Hergé, naturellement, mais aussi d'Edgar P. Jacobs, Paul Cuvelier et Jacques Lody.
D'ailleurs oui, on salue la naissance du journal de Tintin et la reprise de cette même BD, mais ce premier numéro du journal, le 26 septembre 1946, est remarquable à plus d'un titre, car il voit aussi la première apparition de Blake et Mortimer. Et d'emblée c'est le carton, les ventes sont excellentes, le tirage monte, mais dans les premiers temps, la presse ne se gênera pas de saluer cette naissance par une série d'articles plus ou moins violents envers Hergé, ce qui ne manquera pas d'accélérer la dépression qu'il guette. Cela dit, avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais dire un mot vu que le gros du sujet de la guerre est passé. Bien que ces vidéos soient principalement centrées sur des adaptations animées de Tintin, j'ai dit dès le départ que je ne me voyais pas de ne pas parler d'Hergé dans ces vidéos, donc il fallait en passer par là. D'un autre côté, beaucoup a déjà été dit sur lui durant la guerre, et je désire d'autant moins en parler pendant des plombes, entre autres pour ne pas plomber l'ambiance, justement. C'était un résumé concis, je sais, et c'est volontaire. S'il vous plaît, essayez de croire que je n'ai cherché ni à minimiser, ni à grossir ce qu'il a fait. Donc désolé si vous avez eu une de ces impressions. Simplement, je n'ai aucune légitimité à faire son procès, mais ça ne devait pas dire que je devais passer cette période sous silence comme si de rien n'était. Voilà qui est dit. Donc, le journal de Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans, reprend avec les boules de cristal, interrompu il y a un peu plus de 2 ans. Or, se pose un dilemme. Où Hergé doit-il reprendre ? D'un côté, il y a ceux qui connaissent déjà le début de l'histoire, qui pourraient être déçus de tout revoir du début. D'un autre côté, ça s'est interrompu il y a tout de même 2 ans. Rafraîchir la mémoire des anciens lecteurs et surtout informer les nouveaux semble indispensable. Il opte pour une solution un peu bâtarde, à savoir inclure un résumé du début, avant de finir le dernier quart des 7 boules de cristal et d'embrayer sur le Temple du Soleil. Mais 2 pleines pages hebdomadaires, c'est tout de même beaucoup. Hergé s'est fait un cadeau empoisonné. Reprendre du début n'aurait pas forcément été malhonnête pour tous les nouveaux lecteurs ou ceux qui n'avaient plus lu l'histoire depuis longtemps, mais pour un lancement de journal, on comprend que la nouveauté soit plus attrayante. Ce qui fait qu'il existe dans le commerce une version du Temple du Soleil, avec inclus le dernier quart des 7 boules de cristal, telle que publiée dans Tintin, en format l'italienne, que je possède d'ailleurs. Il y a des cases qui ne seront pas dans la version finale, et certaines répliques ont été changées. Prenons un exemple. Dans la version album qui est aujourd'hui la plus courante, donc pas celle du journal de Tintin. À un moment donné, Tintin va au music hall, et il rencontre le général Alcazar et son assistant nommé Chiquito. Dans la version du journal de Tintin qui commence après cet événement, les dialogues sont tournés de telle manière que Tintin n'est de toute évidence pas censé avoir fait cette rencontre. Il n'a pas rencontré Alcazar quelques jours plus tôt, ne sait pas qu'il fait du music hall, et n'a jamais vu Chiquito. C'est comme si les grandes lignes du début de l'histoire avaient existé, mais pas les petits événements. Le fait est qu'Hergé peinera à finir cette histoire, on en reparlera. Mais allez, cette introduction a assez duré, passons donc à l'adaptation Ellipse. Formidable introduction, exclusive à la version animée, pour nous immerger dans l'histoire. Au Pérou, 7 archéologues vont rentrer dans le tombeau de Raskar Capac. En hommes de science qui reconnaissent la valeur historique d'un tel site, pour l'ouvrir, bien entendu, ils y vont à la dynamite! La musique effrayante, la momie en elle-même, les gens qui se font attaquer seuls chez eux quand ils sont censés être en sécurité. Vous voulez traumatiser vos gamins? Vous avez la solution. Oui, un premier archéologue est victime d'une malédiction et plongé dans un profond coma. Je crois que nous devrions prévenir les autres. Il y a un problème. Et à propos des civilisations dont des Européens ont ouvert les tombeaux, comme le dit justement un homme à qui Tintin parle dans le train... Pourquoi ne laisse-t-on pas ces gens tranquilles? Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient violer les tombeaux de nos rois ou de nos ancêtres? Ce qui est une très bonne remarque, même si leur désir était d'en savoir plus et non pas par appât du gain ou de la célébrité, c'est le genre de message qui fait grimper Tintin d'un cran par rapport à d'autres histoires surnaturelles sur des peuples trop peu connus. Tintin sera un Moulinsart, Haddock qui habite avec Tournesol désormais. Et il est aussi subitement accro au monocle. L'idée suggérée est sans doute que le fait d'être le maître d'un domaine comme Moulinsart lui a donné l'envie de paraître plus sophistiqué. Le soir, il emmène Tintin au music hall. On assiste alors, quelle coïncidence, à une réunion de famille. Il voit sur scène le général Alcazar, reconverti en lanceur de poignards, et qui a un drôle de sens de la mode. Il voit chanter la Castafiore, et dans le public se trouve Séraphin Lampion, ainsi que la femme d'un des archéologues. Enfin, après je dis que dans le public se trouve Séraphin Lampion, mais la série a voulu encore accentuer le côté réunion de famille des albums, car dans la version papier, en 1946, c'était un Séraphin lambda. L'élément comique Séraphin Lampion n'apparaîtra pas dans les albums avant 1956 et l'affaire Tournesol. Mais donc, on le voit lors d'un numéro où un fakir hypnotise une voyante extralucide qui peut donc donner des informations sur les gens. Mais lorsqu'arrive la femme de l'explorateur Clermont, elle est prise de panique et affirme qu'un mal pèse sur lui. La haine du dieu soleil est terrible.
Mesdames et messieurs, nous nous excusons d'interrompre le spectacle. Madame Clermont est priée de rejoindre son domicile. Son mari vient de tomber gravement malade. Merci pour la deuxième partie de la phrase, hein, c'est sympa pour sa vie privée. Après une visite dans la loge du général Alcazar où Tintin semble outré en... je suppose en voyant la manière de s'habiller de son partenaire Chiquito. Oh, comment ose-t-il porter un médaillon? C'est tellement ringard. Le lendemain matin, il entend à la radio que le professeur Lobépin est également léthargique. Il reçoit alors une visite des Dupont qui lui apprennent que des débris de cristal ont été retrouvés à proximité des victimes et qu'elles contenaient un liquide soporifique. Il tente d'alerter les autres membres, mais c'est trop tard pour Cantono. Monsieur Cantono Monsieur Cantono! Allô? Que se passe-t-il? Allô? Marc Charlet, lui, est averti à temps pour avoir le temps d'aller chez Tintin, mais... Trop tard. Des éclats de cristal. Je me demande comment l'assaillant a pu faire ça, surtout qu'on sait au final qu'il s'agit d'une seule personne. Vu qu'il avait à s'occuper du professeur Cantono au même moment, comment il savait au juste quelle voiture suivre? Mais bref, tous tombent petit à petit. L'attaque de l'avant-dernier est d'ailleurs assez drôle. Volontairement, car les Dupont qu'il protège sont trop méfiants envers un pauvre postier. Halte ou je fais feu! Involontairement, car la vitesse de l'attaque du professeur quand il sort un moment du bureau est trop élevée, sans parler de la vitesse de réaction de Tintin. Trop tard! Trop tard! La leçon a été retenue, des vrais professionnels, et surtout plus nombreux, gardent la maison du dernier professeur, Bergamote, ami de Tournesol. Ce dernier, Tintin et Haddock vont le voir. C'est chez lui que se trouve la momie de Raskar Kapak. Ils vont devoir passer la nuit chez lui car... Ce sont 2 pneus qui ont éclaté à cause de la chaleur. Décidément, Hergé a déjà fait ça dans l'Étoile mystérieuse, mais de quelle qualité pourrie étaient les pneus à l'époque? Bergamote, donc naturellement très menacé, veut se changer les idées, et pour ça, il fait lire à Tintin la malédiction qui risque de s'abattre sur lui. Très bonne idée pour se rassurer. Mais la malédiction divine s'attachera à leurs pas et les poursuivra par-delà les mers et les monts. Comment ça, la réalisation suggère que Tournesol a entendu, mais non, il est sourd? Ou alors il entend sa propre version? Bon, je rigole, mais la musique qui accompagne cette scène, comme l'ensemble de la musique de cet épisode, c'est du travail d'orfèvre. C'est alors qu'une foudre en boule entre et finit par détruire la momie. Bien que le tout soit exagéré, il se trouve que ce phénomène existe vraiment, et on trouve des articles scientifiques à ce sujet. Mais pour Bergamote, la destruction de la momie est ce qu'il condamne. Raskar Kapak a disparu et sa vengeance est sur moi. C'est de la sorcellerie. Oui, peut-être. Et pourtant... Cela dit, tout le monde va alors se coucher et, grâce à la protection policière, passe une bonne nuit bien tranquille. Enfin, disons presque, hein. Alors madame, dites-moi, depuis quand votre fille a commencé à faire des insomnies? Oui, sérieusement, ce passage a traumatisé plus d'un enfant, et on comprend pourquoi. Plus mystérieux encore, Haddock a fait exactement le même cauchemar au même moment, ainsi que... Cette femme mystérieuse? Ah non, c'est Tournesol, ok. Mais surtout, ça y est, Bergamote a été touché par la malédiction. De plus, les bijoux de Raskar Kapak ont été volés. Tintin et les policiers traquent quelqu'un qui s'enfuit, ce qui, en fait, permet de rassurer un peu un enfant apeuré et de démystifier la menace qui pèse sur les savants. Ça reste un humain qui provoque tout ça, pas une affreuse momie. Ce qui n'explique tout de même pas le cauchemar identique, commun et au même moment d'Haddock, Tintin et Tournesol. Hein. Le lendemain, Tournesol, qui se balade dans le jardin, trouve le bracelet de la momie et l'essaie. Mais après un moment, Tintin et Haddock se rendent compte qu'il a été enlevé. 1000 sabords, Tournesol. Tournesol? Non, c'est le fuyard de cette nuit. Il s'était caché dans l'arbre. Voilà pourquoi il nous a échappé. C'est là qu'on voit que l'introduction de Tournesol dans le trésor de la Crème Rouge était nécessaire. En plus d'être drôle, il est plus intéressant comme personnage à aller sauver que les Dupont par exemple. Mais oui, notons-le, l'épisode perd une des rares choses qui permettait de l'alléger. Quand Bergamote savait que la malédiction allait le frapper sous une musique angoissante, Tournesol était là pour désamorcer un peu la tension. Là, il ne reste que le capitaine, dans une moindre mesure. Tintin et Haddock traquent le ravisseur qui est encore proche. Bien vite, il s'avère qu'il a des complices, et il s'enfuit en voiture. Les patrouilles de police sont mises en état d'alerte et démarrent une traque. Mais bien vite, Tintin comprend que la voiture des ravisseurs est passée entre les mailles du filet. Pourquoi ces bandits ont-ils enlevé Tournesol? Une crème d'homme, un cœur d'or comme lui. C'est injuste. C'est injuste. Les jours passent, malgré tout, ils ne parviennent pas à mettre la main sur les ravisseurs. Et c'est bizarre, car le signalement des occupants de la voiture tenue par radio est très précis. Signalement de ces occupants d'origine étrangère.
Toute personne qui pourrait... Mais c'est quoi ce délire? Avec tant de précision, ils auraient dû être retrouvés en moins de 2. Tintin est alors contacté par les Dupont qui lui disent qu'il se passe des choses dans la salle où sont soignés les savants. En effet, tous les jours, à la même heure, il se réveille en transe. Dans la BD, c'est résumé en une grande case, et la version Belle Vision rendait ça assez drôle. Aïe! Ouh, la momie! Ça pique! Le soleil! Aïe! La momie! Aïe! Aïe! Le soleil! Ça pique! Bon alors, comment ils ont fait dans cette version? Voilà, c'est maintenant. Ok. Quelques temps plus tard encore, Tintin se rend chez le capitaine qui est totalement déprimé. Pourtant, un coup de fil lui donne un électrochoc. Ils ont finalement retrouvé la trace de la voiture des ravisseurs de Tournesol près de Saint-Nazaire. Mais c'est un port! On ne peut rien vous cacher. Il s'y rend avec Tintin, mais nulle trace des occupants de la voiture. Tintin rencontre néanmoins Alcazar qui s'embarque pour son pays, et il comprend que Chiquito est sans doute le coupable de ses malheurs. C'est d'ailleurs un des derniers descendants des Incas. Ils sont menés par une parole d'Alcazar à La Rochelle, mais patinent. Haddock est alors victime d'une farce. Pas la moindre piste, pas le moindre indice. Rien. Oh! Enfin voyons, c'est la farce la plus vieille au monde, la pierre sous le vieux chapeau. Mais il se trouve que c'est un indice important. C'est le chapeau de Tournesol, enfin de Hubert Calculus. Il cherche alors les 2 enfants qui ont fait la farce, et tout comme dans l'album, celui qu'on voit le plus a aussi un petit côté quick. Ce chapeau, nous l'avons trouvé près du hangar 17. Le bateau qui se trouvait en face du hangar 17 à cette date se trouve être le Pachacamac. C'est très bien, cher monsieur, mais on a dit le hangar 17, pas le hangar 14. Là, potentiellement, vous les envoyez à l'autre bout du monde pour rien. Mais bon, Haddock et Tintin en viennent à cette conclusion simple. Tournesol est à bord du Pachacamac. Exactement. En route pour le Pérou. Ils prennent l'avion pour s'y rendre, les 7 boules de cristal finissant avec le très bon gag de Nestor, sincèrement navré qu'Haddock soit parti sans monocle de rechange. Voici nos 2 compères au Pérou, au début du Temple du Soleil. Haddock, un peu trop familier avec un lama, enfin pas autant que dans South Park, se fait cracher dessus, ce qui amène à cette réplique devenue culte. Quand la mapache, Seigneur, lui toujours faire ainsi. Ils vont retrouver un inspecteur qui les attend près du Pachacamac avec... Bon, ils seront tout de même bien moins présents que dans la version Belle Vision, pour être honnête. Comme un fait exprès, un médecin prétend qu'on ne peut pas embarquer à bord du Pachacamac pour raisons sanitaires. Tintin n'en croit pas un mot et s'y embarque la nuit en douce, nageant jusqu'au paquebot. Il n'a pas peur des requins parce que... Bon, à cette heure-ci, ils doivent dormir. Oh oui, argument imparable. Ah non, mais il a raison, hein. J'étais complètement torché après la teuf que j'avais fait avec des potes la veille, ah, je te jure. Commence alors une séance d'infiltration. Tintin découvre que Tournesol est bien à bord, mais, découvert par Chiquito, il fuit. Tournesol est alors déchargé, ses ravisseurs prennent le train pour Yoga, Tintin et Haddock prennent le train suivant pour les rattraper. Arrive alors cette scène où, dans la VO, les personnages ne disent rien, qu'en VF, ils ont rajouté des dialogues, mais le rythme et la synchro labiale sont simplement mauvais. Sí, esto. Gracias, señor. Tu sais ce que t'as à faire. Pero c'est impossible, señor. Tu vas obéir aux ordres. Si, claro, si. Mais la scène du wagon détaché arrive, et sa qualité fait bien vite oublier ce petit défaut. Même si mon côté pinailleur remarquera que Tintin n'a pas la bonne tenue durant ce bref plan, et qu'alors qu'il y a 5 piliers au pont, sur ce plan, on croirait qu'il y en a 50. Il retrouve le capitaine et se rend à Yoga. Commence alors une séance d'interrogatoire des habitants pour voir s'ils ont vu Tournesol. Un homme de petite taille, pas plus haut que ça, avec une barbichette noire et des petites lunettes. No sé, une oxémola à la bouche. Oui capitaine, vous auriez peut-être pu essayer de parler espagnol, ça aurait aidé. On fait alors la connaissance d'un petit marchand d'oranges, nommé Zorino, brutalisé par 2 types. Tintin l'aide. Et je dois dire que quand j'étais gamin, je me demandais si c'était un jeune garçon ou une jeune fille. Physiquement et en termes d'habillement, ça fait garçon, mais sa voix dans la version Belle Vision, comme celle d'Ellipse, fait plus fille que voix de jeune garçon qui n'a pas encore mué. Toi, pas regarder de ce côté. Toi, rattacher la selle de ton soulier. Donc là où vous avez l'habitude que je loue le casting de cette adaptation, ce ne sera pas le cas ici. Patricia Legrand ne fait pas du mauvais travail, simplement il me semble qu'elle n'était pas le meilleur choix. Peu après, Tintin tombe sur un étranger qui lui dit qu'il a vu prendre la défense de Zorino. L'étranger en question reconnaît que Tintin est bon et courageux, mais l'encourage à laisser tomber la recherche de Tournesol. Tintin, évidemment, refuse. Très dommage pour toi. Ah! Toi prendre ceci, très bon, écarter danger.
Notons aussi dans ce double épisode la surutilisation de ce petit passage musical. À force, ça finit par devenir un peu trop. Monsieur Cantono! 1000 sabords, tournesol, Pachacamac. Exactement. Señores. Mais en même temps, comme il sera très peu utilisé dans les autres épisodes de la série, ça passe. D'autant que, je confirme, j'aime beaucoup. Le lendemain, Haddock et Tintin rejoignent Zorino qui va leur indiquer le chemin vers Tournesol et qui amène des lamas aux grandes dames du capitaine. Espèce de misérable iconoclaste. Non, Seigneur! Ah, là, contrairement à l'album, Haddock ne donne pas le coup. Ça devait mal passer en 92 de voir de la violence sur les animaux. La petite expédition part donc dans les montagnes chercher Tournesol. Ils dorment dans un tombeau et au matin, Zorino a disparu, Tintin était drogué et Haddock attaché. Et non, même si plus tard dans l'album les Incas prouvent ne pas hésiter à vouloir tuer, là ils n'ont pas été assez intelligents pour ça. Enfin, ils parviennent à délivrer Zorino, mais voilà Tintin aux prises avec un condor. La scène est très bien, y a pas de problème, hein, mais c'est surtout le gag qui la ponctue que j'aime bien, dû au très bon jeu de Christian Pellissier. Mille milliards de mille sabords. Ils traversent ensuite les montagnes enneigées, une jungle, puis arrivent à une cascade et doivent la franchir en s'accrochant à une corde. Zorino, allez en premier, pour montrer corde très solide. Oui, les gamins en première ligne, bonne idée, comme à la belle époque de Tintin en Amérique. Tintin! Tintin! Mais non, Tintin a survécu, derrière la cascade, il y a un passage secret qui s'avère monter au Temple du Soleil. Il tombe nez à nez avec des momies incas et surtout découvre une dalle qui semble pouvoir être décellée en poussant. Tout le monde s'y met. Oh, même Milou, c'est gentil ça. Ils y parviennent mais sont emprisonnés par les Incas. Qu'on se saisisse de ces sacrilèges! Zorino a la vie sauve cependant car Tintin lui a donné la médaille, donnée par Huascar, un grand prêtre du Temple du Soleil, médaille qui assure sa protection. Mais Tintin et Haddock, eux, seront brûlés sur un bûcher par les rayons du soleil. Tintin, pourtant, voit un article de journal intéressant, et comme on leur a accordé le droit de choisir eux-mêmes le jour et l'heure de leur mort, pour une raison mystérieuse, il demande à ce que ce soit cet après-midi même à 16h. C'était plusieurs semaines dans l'album, mais l'adaptation est pressée. Arrive alors le moment de leur mort, et ils retrouvent Tournesol qui... n'a rien compris. Ah, c'est du cinéma. Oh, bah vous féliciterez le metteur en scène. Cette reconstitution historique est des plus réussies. Bon, qu'il soit sourd, d'accord, mais là... Bon, il est censé avoir été drogué depuis un bail, soit, mais même s'il a été récemment sevré, pour ne pas réaliser à ce point-là, disons-le, il est carrément stupide. Mais arrive le moment qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 70 ans. Il y a une éclipse, et Tintin fait croire que le soleil lui obéit aux Incas paniqués. Or, les Incas savaient ce qu'était une éclipse, et pouvaient savoir quand elle se produirait. Le fait est qu'ainsi, Tintin impressionne tout le monde, et on jure de le délivrer s'il fait réapparaître le soleil. Ô soleil, puissant astre du jour, je t'en conjure, sois clément, aie pitié de tes fils, et que ta lumière réapparaisse. Oui, vous l'aurez peut-être noté, il est loin d'avoir fini sa phrase que le soleil est déjà réapparu. Une fois encore, on sent que l'adaptation est un peu limite question temps. Elle doit vraiment se dépêcher. Le soleil a rendez-vous avec la lune! La lune n'est pas là et le soleil l'attend! Arrêtez la musique, ça suffit! Une mesure de plus et on paie des droits d'auteur! Ils demandent et obtiennent que les 7 archéologues soient libérés de leur maléfice, puis jurent de ne révéler à nul autre l'emplacement du Temple du Soleil, y compris Tournesol, même si, n'ayant pas tout suivi, ne fait pas exactement le même serment. Et voilà une grande aventure qui se referme. Allons en route pour Moulinsart, capitaine. Alors, pour résumer, 2 choses. Le Temple du Soleil est très bien, mais en raison de la place que prennent les résumés, il a fallu condenser parfois un peu trop. Le rythme est donc un chouïa trop rapide pour certaines scènes qui auraient mérité d'y aller plus lentement. Et oui, on peut soulever ça et là de petits défauts. Par contre, je ne vais pas y aller par 4 chemins, Les 7 boules de cristal est selon moi la meilleure adaptation de cette série, tellement l'ambiance est bonne. En termes de dessin animé sans signalétique d'âge lors des passages télé, pas évident de faire plus effrayant, l'ambiance est top, c'est quasiment parfait. Malgré les quelques réserves que j'ai contre le Temple du Soleil, qui reste un très bon épisode, je le répète, de base, c'est une des histoires les plus ambitieuses des albums, et les 2 épisodes réunis forment un tel périple, c'est dur d'y rester insensible si on aime les aventures. Les scènes élaguées ne nuisent pas à la fidélité du matériau de base et à la compréhension de l'intrigue, donc si vous avez l'occasion de voir ces épisodes, n'hésitez pas.
Une fois n'est pas coutume dans ces vidéos, il va falloir que je saute pas mal d'années. Quel que soit l'ordre que j'ai choisi au départ, aucune chronologie ne m'aurait épargné de le faire de toute façon. On va donc aller dans les années 60. Outre le long métrage en stop motion tiré du Crabe aux pinces d'or dont j'ai déjà parlé, mais qui au final n'a eu qu'une sortie plus que limitée, il y a eu 2 incursions de Tintin en cinéma avant celle du Temple du Soleil de 1969. 2 films live dans les années 60. Tout d'abord, Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Là où des comédiens chevronnés comme George Wilson et Georges Loriot, qui étaient dans le métier depuis près de 60 ans, jouaient Haddock et Tournesol, le rôle-titre est revenu à un novice, Jean-Pierre Talbot, découvert par hasard sur la plage d'Ostende en août 1960 par l'assistante de production du film Chantal Rivière. Il avait 17 ans, physiquement correspondait, et de caractère aussi a priori. Il était gentiment en train de consoler une petite fille en pleurs. Il a passé 3 essais, puis a été engagé, avec bénédiction d'Hergé. Belle histoire. Le premier film ayant été un franc succès, en France notamment il réalise plus de 3,5 millions d'entrées, il est suivi 3 ans plus tard par Tintin et les Oranges Bleues, toujours avec Jean-Pierre Talbot dans le rôle titre, mais pour les seconds rôles, pratiquement tous les interprètes ont été changés. Le film fonctionne également, mais pour diverses raisons moins que le premier. Les 2 films sont assez dépaysants et sympathiques à voir comme ça, mais à mon goût ça a quand même assez mal vieilli, tant au niveau du jeu que du rythme, et globalement je dois dire que je m'ennuie vite à les regarder. J'aurais pu en dire beaucoup de choses, mais même au-delà du fait que je me concentre sur les adaptations animées, Mea a fait une très bonne vidéo sur ces films, donc pour en savoir plus, je vous y renvoie. 1964 donc, sortie des Oranges Bleues, et diffusion du dernier épisode de la série animée de Belle Vision. Il faudra attendre 1969 pour revoir Tintin à l'écran, ou presque. Il y aura avant un court-métrage intitulé Tintin et la SGM, la Société Générale des Minerais. Regarde, Milou, le cuivre de la Gécomine. Il est raffiné ici, au Congo, avant d'être expédié dans le monde entier. Tonnerre de Brest, Tintin. Le capitaine Haddock, mais que faites-vous ici? Je donne un coup de main à mes amis de la Société Générale des Minerais. Mais oui, c'est la SGM qui vend les métaux de la Gécomine. Bon, ça dure 8 minutes, je n'ai pas voulu le mettre en entier, mais une chose est frappante quand on a vu les épisodes Belle Vision pour la télé, l'animation est clairement plus fluide, et ça fait plaisir. Mais surtout, le studio se met à plancher sur le Temple du Soleil pour le cinéma, le premier dessin animé de Tintin en long métrage pour le grand écran. Pour ce passage au cinéma de Belle Vision, qui bosse maintenant dans l'animation depuis quelques années, on met les petits plats dans les grands. À l'instar des 2 premiers longs métrages d'Astérix en 67 et 68, le film est coproduit par Dargaud. L'orchestrateur de Jacques Brel, François Robert, s'occupera de la musique, et Brel lui-même composera 2 chansons pour l'occasion. Pas de quoi se vanter. Un gros travail de recherche est fait pour que l'ensemble soit plus réaliste, et il y a même une maquette géante du Temple du Soleil qui est créée. Déjà dans le court-métrage sur la SGM, on peut entendre que, contrairement aux épisodes télévisés, ce n'est plus Georges Poujouli pour Tintin. Mais si, vous savez, c'était le petit garçon dans ce film. Moi aussi, je dis, je jure. Crois en bois, crois en fer, celui qui ment, il va en enfer. Michel. Michel. Non, je pleure pas, c'est vous qui pleurez. Et il est donc déjà remplacé pour ce court-métrage par l'acteur qui jouera dans le Temple du Soleil, Philippe Auguste, un grand nom du doublage que vous avez entendu des tonnes de fois, c'est sûr, quel que soit votre âge. Et vous voulez en savoir une bonne? Tintin, c'est donc aussi... Survivant de l'enfer, souvent quoi je le fais. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Oui, ça fait bizarre, hein. Et donc, pour traiter de ce diptyque, on a donc un film de 1h20, l'équivalent de 2 épisodes de 40 minutes pour Ellipse en 92. C'est certes plus moderne dans le cas d'Ellipse, mais le film de 1969 a une durée de production bien supérieure, et c'était pour le cinéma. Alors, avec toutes ces données, qui a su le mieux restituer les albums et nous transporter dans l'aventure? Ayant vu les 2 adaptations très souvent, je pense pouvoir en faire une comparaison raisonnablement objective. Alors voyons ça. On ouvre avec un conférencier à tête d'Hergé. Dans le public, on remarque plusieurs clins d'œil à des personnages des albums. On peut parfaitement être ethnologue et gagner le Pérou. La preuve. Dommage, ce n'est pas lui qui fait la voix, et ça aurait été une bonne idée, je trouve. Le personnage n'a pas tant de répliques que ça, donc ça n'aurait pas demandé un si gros travail à Hergé. Il parle à une assemblée de l'expédition Sanders-Sartmut. Quelle éblouissante découverte. Oh, il est sublime. Ce tombeau est le plus beau jour de ma vie. Viendront 7 profanateurs qui emporteront l'Inca au loin. Et Henri vire le jeu. Et très vite, on constate, la première partie des 7 boules de cristal, en théorie indispensable à l'intrigue, est éludée. On nous explique vite fait que les 7 explorateurs de cette expédition ont rapporté une momie Inca, Raskar Capac, et que 5 sont atteints d'un mal mystérieux.
Résultat, plusieurs moments forts des 7 boules de cristal sont supprimés. Le passage au music hall, le cauchemar de Tintin, la traque de Chiquito. Néanmoins, arrivent 2 signes précoces qui ne trompent pas sur le soin très supérieur apporté à ce film par rapport aux épisodes télévisés. D'abord, la musique. Outre la pure qualité orchestrale, elle reste dans la tête. Ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film depuis longtemps, je suis sûr qu'elle vous est revenue très vite, et la réentendre est chaque fois un plaisir pour moi. Ensuite, ce qui transparaissait dans l'intro est très vite confirmé, l'animation a clairement progressé. Alors que c'est l'antépénultième dans l'album, dans cette version, Marc Charlet est l'avant-dernier savant à être attaqué, et dans des conditions différentes, mais bon, tout ça est bien peu important comparé au fait que... Bon, écoutez, je veux bien admettre que des Incas puissent avoir le pouvoir de contrôler le coma de 7 personnes à 10 000 bornes de distance. Mais une Citroën ID, soit une version simplifiée de la DS, assez rapide pour battre une voiture de sport, là, vous allez trop loin. Nous entrons dans le vif du sujet à la 6e minute, alors que le professeur Bergamot réside, dans cette version, au château de Moulinsart pour sa sécurité, étant le dernier savant qui n'a pas été frappé par la malédiction. On constate que Tintin a laissé tomber ses culottes de golf pour l'occasion, et que, désormais, le capitaine est joué par Claude Bertrand, un autre routier du doublage. Les Dupont arrivent et... Je le dirais même plus, sur la voûte. Ah, Guy Pierrot, qui faisait partie des comédiens qu'on reconnaissait entre mille à leur voix. Il a fait une tonne de doublage aussi, mais son plus connu est sans aucun doute ce personnage. Et quoi de neuf, docteur? On saute sans parachute? Ça peut être dangereux. Mais passons sur les acteurs et revenons sur l'intrigue. La boule rentre dans le château, plus longuement histoire de laisser passer quelques gags, mais surtout dans la foulée, 2 méchants s'introduisent dans Moulinsart et s'en prennent à Bergamot. Mais ils en profitent surtout pour kidnapper Tournesol, qui a osé se parer du bracelet sacré de la momie Raskar Kapak. Dans une scène spectaculaire, apparemment écartée du mystère de la Toison d'Or, Tintin s'accroche à l'hélicoptère des ravisseurs mais doit céder. En quelques minutes, 45 des 62 pages des 7 boules de cristal ont donc été expédiées très approximativement. Tintin et Haddock préviennent la police, et le dispositif est tellement immense qu'on a l'impression que tous les policiers du pays sont mobilisés. Allez savoir pourquoi, ces policiers rendent des comptes à, vous l'avez deviné, Dupont et Dupont. On sous-estime leur importance dans la hiérarchie des forces de l'ordre de la Belgique, hein. Une fois n'est pas coutume, leurs idioties servent à alléger l'ambiance d'une histoire globalement sombre. D'autres moments y contribuent. La transe des 7 explorateurs à l'hôpital, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, est bien amusante. Aïe, la momie. Aïe, ça pique. Dans des milliers de lunes viendront cette profanation. Assez! Emporteront l'incarne loin. Maman! La scène suivante est carrément risible. Les Dupont, Tintin et Haddock se retrouvent au port, on a retrouvé la voiture des ravisseurs, et cherchent le professeur. Et là, un bègue entreaperçoit le professeur dans le cargo Pachacamac. Tout de même, quelle époque. Cette petite musique accompagnant la scène, rendant le tout très kitsch. Ayant du mal à parler, il annonce en chantant à Tintin et Haddock. Le professeur Tournesol est à bord du Pachacamac qui s'en va là-bas. Histoire de continuer dans l'absurde, Tintin et Haddock hurlent « Rendez-vous au Pérou les Dupont ». La surprise les entraîne dans d'autres pitreries, car ils étaient en train de pêcher. Et que les scénaristes fassent faire des idioties aux Dupont, c'est une chose, mais ils ne respectent même pas un semblant de fil rouge. 2 minutes plus tôt, en tant que policier professionnel, ils cherchaient Tournesol. On le trouve pas? Ah bah Osef, pêchons. Typiquement le genre de bêtises qui font à la fois le charme du film et à la fois amenuisent un peu son atmosphère. Bref, voici nos amis au Pérou, dans le port de Callao, où le Pachacamac a accosté. Respect de l'album, on signale la quarantaine, et le commissaire s'en bat l'œil, mais bien, hein. Impossible d'effectuer la fouille aujourd'hui. Plus tard. Adios. Connard. Oui. Donc le soir, Tintin s'infiltre à bord, il est repéré, il s'enfuit au milieu des balles. Mais bon, pourquoi se focaliser sur sa fuite, alors qu'on peut se focaliser sur les Dupont qui sont là, va savoir pourquoi, en pleine nuit sur les quais? Est-ce qu'ils ont au moins quelque chose de drôle à dire? Détonation suspecte et probablement illégale. Bon ok, t'as de la chance. Les ravisseurs débarquent Tournesol pour l'emmener vers l'endroit inconnu. Tintin, Haddock et les Dupont prennent le train en vue d'aller chercher Tournesol. La musique lors de ce voyage en train est d'ailleurs particulièrement réussie et donne un souffle épique à la scène. Suivi de près par la fameuse séquence du train saboté qui est visuellement pas mal du tout.
Tintin retrouve le capitaine et les Dupont, et ils arrivent dans une ville nommée Yoga, et vous croyez qu'on verrait rien? Alors comme ça, on pensait pouvoir copier-coller Callao discretos en rajoutant juste quelques décorations, hein? Oui, les habitants sont en pleine fête du pisco, un alcool du pays, ce qui réjouit Haddock, dont l'alcoolisme n'a pas été gommé dans ce film. Pour l'occasion, on perd un peu de temps avec une danse des villageois, mais leur musique est assez entraînante. Je le disais, dans la version télé de Tintin Belle Vision, aucune musique n'était particulièrement marquante. Ce n'est pas le cas des compositions de ce dessin animé. J'irais même jusqu'à dire que la musique est à mon sens la seule chose qui dépasse les attentes que peut avoir un spectateur. Il y en a plein qui restent en tête après l'avoir vu. Le thème principal, la musique du train, la musique de la remontée des rails, la musique de cette fête du pisco... et d'autres encore plus tard. Non, vraiment, point de vue musique, faut s'incliner. Pendant la fête, Tintin et Haddock demandent aux habitants s'ils ont vu Tournesol et se heurtent à des murs. Mais là encore, Tintin vient en aide à un petit marchand d'oranges nommé Zorino, maltraité par deux brutes. Mais là encore, joué par Lucie Dolène, une excellente actrice, Zorino a plutôt une voix de femme qui rajeunit sa voix et non de garçon qui n'a pas encore mué. Comme tu es courageux, Zorino est ton ami maintenant. Et pour toujours, Seigneur Tintin. Zorino accepte de guider toute notre petite équipe vers le Temple du Soleil, mais les Dupont n'ont pas confiance en lui et décident de suivre le fleuve pour aller... on ne sait où. Notons l'originalité du scénariste, Michel Gregg, pour faire croire que c'est totalement logique. C'est le flair qui nous a mis sur le bon chemin. Pas hasardeux du tout, Et plus tard, ils se retrouveront en plein milieu des montagnes enneigées avec leur barque, parce qu'ils n'ont pas suivi le bon embranchement du fleuve. Dans tous les cas, ils passent le reste du film à recroiser Tintin et les autres par le plus grand des hasards à chaque fois. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il faut dormir maintenant. Le premier soir, Tintin et Zorino dorment effectivement dans un tombeau, tandis qu'Haddock monte la garde. Tintin fait un cauchemar qui réussit le tour de force d'être presque dérangeant, c'est à souligner. Il a été drogué et Haddock bâillonné, les bandits ont enlevé Zorino. Mais au prix d'une poursuite dans les montagnes, ils parviennent à le délivrer. C'est ensuite au tour de Milou de se faire enlever par un condor qu'ils sont contraints de flinguer. Entre les décors plutôt bien brossés, la belle musique et pas trop de gags superflus, ce sont des passages assez prenants. Leur périple continue, ils arrivent dans les montagnes neigeuses. Évidemment, une avalanche se déclenche et Haddock est enseveli. Heureusement, Zorino, qui a 12 ans mais se trimballe avec sa bouteille d'alcool fort dans sa besace, ranime le capitaine. Puis les voilà dans la jungle, avec une des deux premières chansons de Jacques Brel lors d'une veillée au feu de camp. Cache l'orage sous leur feuillage, voici la nuit. Outre le fait qu'on entend encore plus une femme chanter et non un jeune garçon, la chanson est parfaitement inutile. Bref, le lendemain, après avoir tué un serpent, Tintin et compagnie doivent traverser un fleuve. Ils embarquent dans une barque et flinguent des crocodiles. Combien ? 15. Je suis presque étonné que dans la bande-annonce originale du film, il n'y ait pas eu comme accroche Condor, serpent, crocodile. Venez tous voir Tintin massacrer des espèces en voie de disparition. En tout cas, là encore, avec un coup de pouce de la chance avec la cascade, ils découvrent un passage secret vers le Temple du Soleil où vivent les derniers Incas. Ils sont jetés en prison par ces derniers qui les condamnent au bûcher. Le tout déclenche les pleurs de la fille du chef. Non, père, pitié, pitié pour Zorino. Non, pas Zorino, même si personne ne sait trop comment j'ai appris à le connaître. Cette fille est absente de l'album. À l'inverse, le grand prêtre Huascar, qui a un rôle intéressant dans l'album, est quasiment absent de cette adaptation. Double défaut. Voici alors la deuxième chanson inutile du film. Pourquoi faut-il mourir après la nuit? Soyons clairs, l'homme qui a écrit cette chanson, c'est vraiment le même qui a écrit cette chanson? C'était juste pour être sûr. Nous voilà donc au moment où nos amis sont sur le bûcher. Tournesol, retenu depuis des semaines, est amené. Et bien entendu, après 15 jours de détention de Tintin et Haddock, les Dupont arrivent pile poil à la bonne minute pour se faire tuer avec eux. Yo, c'est encore nous. Mais tout ce beau monde s'en sort grâce à Tintin, qui fait croire aux Incas que le soleil lui obéit, connaissant l'arrivée imminente d'une éclipse. Ça n'a pas changé. Délivré et acclamé, Tintin convainc les Incas de mettre fin aux souffrances des 7 explorateurs. Pour les tourmenter, ils utilisaient des espèces de poupées vaudou. Tonnerre de Brest, mais c'est moi ça! Ton effigie était prête, à toi aussi. Pourquoi? Et pourquoi surtout moi? Parce que ça permet de placer un gag où on te pique les fesses. Tournesol et les explorateurs sauvés, nos amis quittent le temple après une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.
Voilà, c'était le Temple du Soleil. À l'époque, ça a été un succès, avec plus de 2 millions d'entrées, il a notamment atteint la 11e place du box-office français. Est-il bon pour autant ? Bien, les défauts du passé n'ont été que partiellement gommés, je pense surtout au Dupont, aux chansons inopinées et à quelques choix scénaristiques douteux, notamment le peu de place accordé aux 7 boules de cristal. Mais dans l'ensemble, ça reste fidèle dans les grandes lignes, et c'était un projet d'envergure pour un studio finalement assez modeste, l'effort est à souligner. L'animation et la bande originale sont très au-dessus de ce qui avait été fait jusque-là. Puis les décors, ils ont de la gueule aussi, quoi. Encore aujourd'hui, je trouve que ça rend vraiment pas mal du tout. Et si vraiment il faut que je joue au jeu de quelle version est la meilleure ? Pour moi, il est clair que les 7 boules de cristal, c'est Ellipse, certes par forfait puisque le film de 69 élude cet album donc, mais aussi parce que c'est vraiment un fichu bon épisode. Pour le Temple du Soleil, en revanche, je l'accorde à la version Bellevision. Le fait que ce soit une version cinéma est vraiment un gros avantage. Ce film a son charme grâce à sa belle ambiance et un périple prenant. Loin d'être parfait, je pense qu'encore aujourd'hui, il peut plaire aussi bien aux fans qu'aux amateurs et aux enfants.